Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer avec quelques minutes de retard. On est navrés. Merci d'être si nombreux ce soir, ici à la mairie du 9e et également sur Zoom, puisqu'il y a quelques centaines de personnes qui sont en train de nous rejoindre pour cette double publication. Je vais les citer: énergie-climat, des réseaux sobres pour des usages connectés résilients, et énergie-climat, quel monde virtuel pour quel monde réel. Alors, le programme de la soirée, on va démarrer avec un petit mot d'introduction de Jean-Marc Jancovici, donc le président du Shift Project. Ensuite, je passerai la parole à Maxime et Hugues Ferbeuf pour la présentation du rapport, et Marlène également, pardon Marlène. On passera ensuite à une session de vision d'experts où on va accueillir 4 personnes qu'on vous présenterait un petit peu plus tard. Puis un Q&A avec vous, avec la salle et les personnes sur Zoom. Et on terminera par une conclusion. Voilà. Et sans plus attendre, je crois que Jean-Marc, je te passe la parole pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Pour savoir si je peux chanter ou pas la partie où je vous raconte tout et le reste sur le Shift Project, qui n'a jamais entendu parler du Shift Project dans la salle? Bon, oui, non, c'est bon, allez. Non, à votre voisine. Ok, donc on va tout de suite passer à un mot d'introduction sur le thème de cette soirée, qui prend la suite de travaux qui ont été initiés au Shift Project sur la question du digital depuis maintenant quelques années, puisque, sauf erreur de ma part, le premier rapport qu'on a publié sur la question remonte à 4 ans, un truc dans ce genre-là, 3 ans, 4 ans. Et le sujet, évidemment, il est significatif parce que, vous savez que dans le débat sur le digital, une partie des gens qui sont dans ce secteur-là souhaiteraient que ce secteur soit vu comme étant un facilitateur de la sobriété dans les autres secteurs. Alors en fait, quand vous regardez un peu les usages du digital que nous faisons, une bonne partie de ces usages n'ont jamais eu quoi que ce soit à voir avec la consommation d'énergie, au sens où ils n'ont jamais eu pour vocation de se greffer sur le sujet des économies d'énergie. La télévision, le téléphone, etc., tous ces trucs-là, Internet, n'ont jamais été... la vulgarisation de ces usages n'a jamais été liée en quoi que ce soit à un souhait de faire baisser une empreinte matière, une empreinte énergétique, une empreinte climat, etc. Et donc, c'est légitime de s'intéresser à l'autre aspect de la chose, qui est l'empreinte matière et l'empreinte carbone de ces services-là, qui n'ont pas pour vocation première de nous aider à diminuer notre empreinte sur l'environnement, mais ils ont des usages autres, qui sont des usages de communication, des usages récréatifs, des usages de loisirs, etc. L'une des particularités de ce monde digital, c'est qu'il est par essence, alors c'est peut-être pas ce qui va être traité ce soir directement, mais qu'il est devenu maintenant très très intriqué avec le reste du monde. Si demain matin, on pouvait faire un petit exercice de pensée, hein, si demain matin on supprimait la totalité du monde digital sur Terre, il n'y aurait plus de banques, il n'y aurait plus de réseaux de communication, il y aurait probablement du coup à peu près plus aucun service quel qu'il soit, plus d'eau potable, etc., plus de trafic aérien, plus voilà. Donc c'est un monde qui économiquement s'effondrerait et les émissions baisseraient très très fortement. Donc c'est une manière de dire que le système digital, d'une manière générale, il est plutôt du côté de l'huile dans les rouages et plutôt du côté de l'inducteur d'émissions. Mais ça, c'est pas un sujet qui sera traité ce soir. Ce qui sera traité, encore une fois, c'est, j'ai envie de dire, l'empreinte directe du système. Les mondes virtuels, moi, c'est un terme que j'aime pas tellement parce que, en fait, le virtuel est bien réel. Il faut un substrat tout à fait matériel pour être capable d'assurer le monde virtuel. Et c'est un mot qui est porteur pour moi d'un malentendu assez fort. Alors, je ne dis pas qu'on le reprend à notre compte au Shift, évidemment, hein. Il est porteur d'un malentendu assez fort parce que il tend à nous laisser croire qu'il est possible de s'abstraire du monde réel. En fait, ce n'est pas possible de s'abstraire du monde réel. Même quand vous avez des lunettes de réalité augmentée sur les yeux, restez tout à fait dans le monde réel, continuez à avoir un cœur qui bat, continuez à avoir des poumons qui respirent, et vous continuez à être posé sur le sol terrestre. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas d'être placé dans le monde virtuel. Voilà, mais bon, c'était une petite aparté. Je trouve que dans ce monde du digital, il y a eu, par la force de l'expérience, un certain nombre de termes qui se sont invités dans le débat, qui me paraissent des termes qui sont propices à peu près tous les malentendus qu'on veut.
Voilà, donc ce soir, on va vous présenter deux travaux qui ont été faits, à la fois sur les réseaux et sur ce fameux monde virtuel qui a connu quelques déclinaisons diverses et variées récemment, mais qui mobilise énormément de moyens. Je ne sais pas si vous avez vu passer il n'y a pas très longtemps l'ambition de M. Sam Altman, qui voudrait lever 7 000 milliards de dollars pour faire un NVIDIA puissance 10, histoire d'avoir de l'intelligence artificielle chez tout le monde. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, 7 000 milliards de dollars, c'est 3 fois le PIB français. C'est 70 fois les 100 milliards qu'on n'arrive pas à trouver pour le fonds vert, pour l'adaptation au changement climatique. Donc, on est vraiment en train de parler de sommes totalement astronomiques, pour le coup, pour un usage dont on peut se demander légitimement où est-ce qu'on doit le mettre dans la liste de nos priorités. Voilà, et sans plus attendre, je passe la parole aux auteurs. À Maxime, À Maxime, allez. coordinateur du rapport. Cheers. Bonsoir et merci du coup à tout le monde d'être là, en physique ou en virtuel, du coup. Alors du coup, c'est pas moi. Voilà, je vais passer à la slide d'après. Donc, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est effectivement le résultat de 1 an et demi de travaux sur 2 rapports avec 2 axes différents qui ont impliqué pas mal de monde. Du coup, Hugues, Marlène et moi-même. Du coup, moi, je suis le coordinateur du projet. Marlène est ingénieure de recherche sur le numérique et Hugues Ferbeuf, du coup, notre chef de projet sur le numérique. On va parler tous les trois pour vous présenter le contexte, ce qu'on a réalisé jusqu'ici et ce qu'on a réalisé dans le cadre des 2 projets qu'on va vous présenter. Mais dans ce travail, il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées, et notamment 3 groupes de travail, un sur les mondes virtuels, un sur les réseaux mobiles et un sur les réseaux satellites. Celui sur les réseaux satellites ayant été mené par les aérodécarbos, par l'association des aérodécarbos qui travaille sur l'impact carbone-énergie et la décarbonation, évidemment, du spatial et de l'aérien. Et tout ce travail, ça a donné pas mal de résultats, en fait, et une belle avancée, on pense, sur la compréhension des enjeux pour les années à venir. Avant ça, comme je suis scolaire et procédurier, je vais quand même présenter le Shift, parce que je ne sais pas si les personnes en ligne ont lu allemand et si elles le connaissent. Je vais passer assez rapidement. L'idée, c'est juste de repositionner la méthode qu'on applique d'habitude et de vous démontrer qu'on a appliqué la même que d'habitude pour vous présenter les résultats qu'on présente ce soir. Donc rapidement, le Shift, c'est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, et en s'appuyant sur la rigueur scientifique et la méthode scientifique, du coup, on essaie de proposer des grilles de lecture, principalement, qui mènent à des résultats quantitatifs pour mieux comprendre, passer une étape en plus sur les enjeux de la décarbonation de l'économie au niveau français, européen et mondial. Pour faire tout ça, on réunit des groupes de travail, on produit des rapports, on est avant tout une usine à PDF. D'ailleurs, il y en a 4 maintenant, puisqu'il y a les annexes, 8 si on compte les annexes en anglais. Et du coup, ces PDF, ensuite, on va les porter auprès des acteurs. L'ambition de ce travail, et c'est pour ça qu'on les laisse et qu'on les met, en fait, qu'on les pousse en accès libre, y compris les modèles, l'intégralité de ce qu'on va vous présenter là, vous aurez accès en ligne, en cliquant. Il n'y aura pas besoin de s'inscrire sur les trucs ou de nous demander. En cliquant, accès directement aux données, aux modèles qu'on a développés, de manière à ce que ces outils puissent être repris par les parties prenantes des questions qu'on pose, et que derrière, vous puissiez en faire quelque chose. Nous, on est un think tank, on a un point focal de connaissances, on secoue tout ça, on en tire les 3 ordres de grandeur et les 4 recommandations principales sur lesquelles travailler, et ensuite, c'est au secteur et aux acteurs et aux parties prenantes, publiques et privées, de s'en ressaisir. Donc c'est ça qu'on a fait jusque-là, on a produit les PDF, et maintenant on rentre dans la deuxième phase, on essaye de faire en sorte que vous lisiez ces PDF, et que vous alliez farfouiller dans les Excel et les codes Python. Notre grille de lecture, c'est climat-énergie. Donc, j'anticipe les questions qu'on aura quand même tout à l'heure et auxquelles on répondra sur les indicateurs qu'on a pris en compte. On a pris en compte les indicateurs CO2 et les indicateurs kilowattheure parce qu'au Shift, ce qu'on appelle la double contrainte carbone, selon nous, c'est ce qui va piloter la taille, le dimensionnement, la conformation matérielle et physique des infrastructures. Donc, le substrat physique sur lequel on va marcher et réfléchir à ce qu'on fait en termes de transition et aux sociétés qu'on bâtit. En fait, à notre avis, le climat, c'est quand même une contrainte qui est assez rapide en termes d'effets rétroactifs. Donc, si on émet trop de carbone, il va falloir s'adapter un peu plus vite. Il y a plus de choses. Et l'énergie, c'est ce qui nous permet de transformer et de faire fonctionner tout ça, et en partie de nous adapter. Et donc, du coup, c'est 2 faces d'une même contrainte qui sont aussi en parallèle et qui ont aussi leurs contraintes indépendantes. Donc, ce qu'on essaye de faire, et là, sur le cas du numérique, c'est à la fois de le décarboner et de réfléchir à son impact sur l'énergie et le système énergétique en tant que tel. C'est-à-dire que décarboner, mais en augmentant, décarboner une partie, mais en augmentant l'absolu de sa consommation d'énergie, ça ne nous va pas, parce que ça pose quand même des contraintes physiques derrière. Et donc c'est avec cette double contrainte, avec ces 2 lunettes, ces 2 verres de lunettes,
qu'on va regarder ce qui se passe sur le numérique. Rapidement, du coup, la partie éclairée se base sur une vision physique de l'économie. Donc nous, on décrit des activités, mais pas avec des euros. Les euros, c'est une variable de gouvernance, à notre sens, qui permet de répartir les ressources et de les piloter. Ce n'est pas ce qui nous décrit les infrastructures physiques et ce qu'on fait en pratique. Donc on préfère compter en tonnes, en kilowattheures et en kilomètres de trucs, parce que comme ça, on peut les projeter dans le futur et appliquer dessus les contraintes qui sont aujourd'hui physiques, à savoir les contraintes énergie et les contraintes climat, sont des contraintes physiques. Donc c'est plus pratique de décrire votre système avec les mêmes variables, comme ça vous pouvez les appliquer directement dessus. Tout ça, du coup, ça va produire les travaux qu'on va vous présenter ici, et dans les actions d'influence qu'on est en train de lancer un peu aujourd'hui, même si les discussions commencent dès la production, il va y avoir des conférences comme celle-ci qu'on va répliquer, des interviews, des auditions, des échanges avec les acteurs pour essayer encore une fois que le secteur se saisisse des enjeux et en fasse quelque chose derrière. Et donc du coup, avant de, je crois, passer à la suite, on a plusieurs mécènes, en fait, 6, qui nous accompagnent du coup sur le programme numérique, parce que du coup, les travaux numériques au Shift depuis 2023, c'est des travaux qui sont pluriannuels, sur lesquels on va chercher quelques grandes questions. Et là, la grande question qu'on se pose entre 2023 et 2025, c'est comment on fait du numérique un outil pour transformer les modes de production, de consommation et de fonctionnement de notre société plutôt que juste un catalyseur, plutôt qu'un mode d'optimisation. Et vous allez voir que c'est cette grande question qu'on va creuser avec différents projets et qui nous permet derrière de produire de la connaissance. Et donc, du coup, c'est sur ce programme qu'on a nos partenaires. Et je vais donc passer la parole à notre chef de projet, Luc Ferbeuf, pour l'introduction du contexte sur le numérique. Bonsoir à tous. Donc, ce que je vais essayer de faire dans les 10 minutes qui me sont imparties, c'est de vous expliquer tout d'abord pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler sur ces deux sujets, et ensuite, quels sont nos objectifs en travaillant ces deux sujets et qu'est-ce qu'on veut en faire. Alors, un bref retour en arrière, mais qui n'est plus si bref. Au Shift Project, donc, on a commencé à s'intéresser aux relations complexes entre le numérique et l'environnement en 2017, ce qui a donné lieu donc à un premier rapport en octobre 2018. Et ce premier rapport était là, tout d'abord, pour nous comprendre de quoi on parlait, et deuxièmement, pour mettre la question en fait, de l'impact environnemental du numérique sur la place publique, de l'inscrire dans le débat. Et pourquoi a-t-on voulu faire ça? Parce que ces travaux nous ont convaincus que le numérique était déjà un enjeu important du point de vue de l'empreinte carbone énergie, et que d'autre part, l'évolution de son empreinte était préoccupante. Depuis lors, donc, on a fait d'autres rapports qui ont tous consisté à analyser plus en profondeur les raisons en fait, de cette évolution qui va à contre-courant de ce qu'il faudrait pour réduire notamment nos émissions et maîtriser notre consommation énergétique. Et qui a consisté également à s'intéresser à quelles seraient les pratiques qui nous permettraient de contrevenir à cette tendance qui, pour certains, apparaît comme inévitable. Aujourd'hui, 2024-2023, je crois qu'en France, il n'y a plus de doute dans l'esprit de quiconque, en tout cas des décideurs publics ou des décideurs d'entreprise, sur le fait que le numérique représente un enjeu important, pas forcément le principal, mais un enjeu important pour la problématique carbone-énergie. Et donc, la priorité n'est plus à répéter des études
qui vont permettre de savoir si la croissance de cette empreinte est de 5% ou de 5,5% ou de 4,8%. La priorité est plutôt maintenant de savoir comment on fait pour que cette trajectoire revienne dans des limites acceptables d'un point de vue énergie carbone. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est on ne peut plus travailler dans l'optique de constater a posteriori ce qui s'est passé. On doit travailler pour essayer de comprendre comment on peut anticiper en fait un certain nombre d'évolutions et faire en sorte de retrouver un certain niveau de maîtrise sur ces évolutions pour que les trajectoires qui en résultent soient effectivement acceptables d'un point de vue énergie carbone. Et donc, on a décidé de s'intéresser à des sujets qui n'étaient pas tout à fait mûrs en 2023, d'où la décision de s'intéresser au monde virtuel, au métavers, qui existait surtout, je dirais, dans la communication d'un certain nombre d'entreprises, mais qui n'avait pas encore une incarnation réelle, concrète, matérielle. Mais pour nous, il ne faisait pas de doute que si ces mondes virtuels étaient mis en place de la façon dont certains, et là je pense fortement à Meta, voulaient le faire, ça aurait forcément un impact significatif sur l'empreinte du numérique. Et que donc, il fallait regarder si, au-delà du scénario proposé par Meta, il y a d'autres choix qu'on peut faire qui permettraient de tirer parti du progrès technologique sans pour autant aboutir à une impasse énergétique. Donc, ces deux rapports qui vont être présentés, et je vais être plus rapide dans les slides qui suivent parce que je vois qu'on fait les gros yeux sur le timing. Donc, les deux rapports qui vont vous être présentés, ils sont à la fois dans la continuité de ce que l'on a déjà fait et ils sont nouveaux puisque là, on se place radicalement dans une posture où on souhaite anticiper et on souhaite anticiper, pas pour le simple plaisir d'anticiper, mais pour pouvoir décider, c'est-à-dire pour avoir des outils qui permettent aux entreprises, à l'État, aux régulateurs, mais aussi à tout à chacun, ensuite d'adapter ce qu'il fait du numérique pour que la trajectoire devienne enfin acceptable. Et puis la deuxième chose qui est un peu particulière dans ces rapports, c'est que là, on ne se contente plus d'une approche mondiale, mais on fait un zoom sur la France et sur l'Europe d'ailleurs, puisqu'on souhaite que ces rapports soient directement utilisables, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone qui va rentrer en discussion cette année. Alors rapidement, mais je pense qu'un bon nombre d'entre vous savent déjà ce que je vais dire, la dynamique environnementale du numérique, elle est toujours insoutenable. On disait qu'elle était il y a maintenant 6 ans. On a confirmé ça en 2021. Aujourd'hui, on n'est plus les seuls à le dire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de rapports confirment en fait malheureusement les prévisions que l'on avait pu faire. Aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre d'un scénario, on va dire 2,5 degrés, ça sera au rythme actuel environ 7% en 2030. Si on se réfère à l'étude ADEME-ARCEP publiée en 2023, l'empreinte française aura augmenté de quasiment 50%. Ce qu'il faut retenir, c'est que le moteur principal en fait, de l'augmentation de cette empreinte, c'est la vidéo. Ce sont les usages vidéo et le fait qu'on en mette partout, et puis surtout qu'on la rende de plus en plus sophistiquée, de plus en plus riche. Et donc ça coûte très cher d'un point de vue des infrastructures. Et ça coûte cher aussi en termes d'équipement, puisque ça veut dire qu'il faut les renouveler plus rapidement. Alors, le paradoxe,
c'est que, alors que cette trajectoire tendancielle, globalement, donc, conduit à augmenter l'empreinte carbone de 50% en 10 ans, eh bien, le secteur numérique lui-même s'est fixé un objectif de réduction de quasiment 50% de cette empreinte carbone en 10 ans. Et puis, en parallèle, le rythme des innovations s'accélère plutôt qu'il ne se ralentit, puisque là, donc, on est en plein boom de l'IA générative. Les constellations de satellites ne sont plus un concept, mais il en existe déjà quelques milliers donc, autour de la Terre. Et puis, les mondes virtuels, au-delà de l'annonce de Meta, en fait, il y a plusieurs dizaines d'entreprises qui y travaillent, en faisant moins de bruit, mais en lui donnant de plus en plus une réalité concrète. Et donc, par rapport à tout ça, ce qui nous apparaît, c'est que les modalités en fait, de mise en œuvre de ces technologies sont structurantes. Et le problème n'est pas tellement la technologie, c'est surtout pas seulement ce qu'on veut en faire, mais à quelle échelle on veut les utiliser. Et ce qui est clair, c'est que si les modalités d'usage sont telles que on veut généraliser Urbi et Orbi et à tout moment des usages qui sont intenses, eh bien évidemment, il y a forcément un impact systémique et c'est ce qu'on veut étudier avec le rapport Monde Virtuel. Et ce qu'on veut étudier, eh bien, pour le coup, c'est un peu plus compliqué qu'une simple règle de 3. On a déjà écrit et dit dans le passé que il y avait des interactions fortes en fait entre l'évolution des usages et l'évolution des offres, et qu'il ne s'agit pas de dire simplement l'offre tire les usages ou les usages tirent les offres. C'est plus compliqué en fait. Il y a des phénomènes d'anticipation qui se produisent. Alors souvent ils ne se produisent pas tout seuls, c'est-à-dire ils sont souvent créés par des acteurs puissants, et c'est notamment ce qu'a cherché à faire Meta en lançant l'idée du métavers. Et ce qui se passe, c'est que ces anticipations déclenchent des dynamiques qui font que quelques années plus tard, eh bien, ces anticipations se réalisent. Donc on parle d'anticipation autoréalisatrice. Alors souvent on emploie ce mot-là plutôt en économie, mais en fait c'est vrai aussi dans le numérique. Voilà, et puis on verra, donc là je ne vais pas détailler parce qu'on est en train de prendre du retard, on verra que quand on dit ça, on s'aperçoit que le débat efficacité énergétique, volume, consommation d'énergie, en fait il est trop simpliste, et que l'efficacité énergétique, en fait, elle n'a pas d'intérêt en soi tant qu'on ne décide pas à quoi elle va servir. Voilà, et puis ça c'est mon dernier slide. Mais le titre du slide, je ne suis pas revenu, c'est « Anticiper pour décider ». Et donc, à contrario, on voit que quand on n'anticipe pas, on ne décide pas forcément bien. Par exemple, vous verrez dans quelques minutes, ou dans quelques dizaines de minutes, que les choix qui ont été faits au moment de l'élaboration du cahier des charges de la 5G, eh bien, mène de façon systémique en fait, à une empreinte carbone en forte augmentation en 2030, et que en fait, 75% de l'empreinte carbone qui existera en 2030 des réseaux mobiles est due exclusivement en fait, au contenu de ce cahier des charges. Donc, à contrario, on pourrait se dire que si on arrivait à intégrer dans l'élaboration d'un cahier des charges ce type de conséquences, peut-être qu'on arriverait à des trajectoires différentes. Et donc, je finis par le dernier point qui sera l'objet d'ailleurs de travaux qui vont commencer un peu plus tard dans l'année. Une fois qu'on a compris toutes ces dynamiques, on s'aperçoit que pour modifier le tendanciel, il va falloir, dans le numérique, mais finalement c'est vrai aussi dans plein d'autres secteurs, une transformation profonde du secteur. Il va falloir changer en fait de principe central dans les dynamiques, passer de l'abondance à la sobriété, passer de la linéarité à la circularité. Il va falloir que les acteurs économiques modifient leur modèle d'affaires, mais aussi leurs choix techniques, et ceux-là sont fortement intriqués.
Il faudra aussi que la réglementation évolue. Là, je regarde fortement le représentant de l'ARCEP qui est là. Et puis, bien entendu, last but not least, il faudra que les notions de valeur perçue de la part des utilisateurs, des consommateurs de numérique évoluent de façon cohérente avec cette trajectoire. Et ça, c'est plus facile sans doute à dire qu'à faire. Voilà. Et le dernier point, c'est que rien de tout cela n'arrivera si il n'y a pas un effort de planification qui est fait et qui se base sur une trajectoire sectorielle bien explicite et sur laquelle peuvent se reporter tous les acteurs en fait, du secteur. Voilà, j'ai fini et je passe la parole, je crois, à Marlène. Alors, on est parti pour un peu moins de 30 minutes de présentation. C'est la présentation de notre rapport qu'on a intitulé « Quel monde virtuel pour quel monde réel ?» histoire de pouvoir répondre à la demande de Jean-Marc. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais vous dire pourquoi on a étudié les mondes virtuels et leurs impacts environnementaux. Ensuite, comment on l'a fait, et notamment parce qu'on parle d'offres potentielles, d'usages qui n'existent même pas. Et donc là, ça demande d'être un peu astucieux dans l'étude qu'on en fait. Et enfin, on vous présentera les résultats qu'on a eus. En fait, on veut répondre à la question, si on adopte les mondes virtuels, sur quelle trajectoire énergétique et climatique est-ce que ça nous embarque? Et donc là, on vous présentera 3 différents résultats qu'on a pu avoir. Alors, pourquoi on a étudié les mondes virtuels? Hugues l'a mentionné, il y a les annonces, et notamment l'annonce de Meta à l'automne 2021, qui décide de se renommer et de proposer un métavers généralisé. Cette annonce, ce n'est pas juste une petite phrase dans un communiqué de presse, c'est des dizaines de milliards d'euros, c'est des dizaines de milliers d'emplois, donc c'est des métiers, c'est des compétences qui vont être dédiées à ce sujet, à la fois chez Meta, mais à la fois dans toutes les autres entreprises de l'écosystème numérique, puisque Meta ne fait pas tout. Et donc, chaque acteur de l'écosystème numérique va se positionner pour dire moi, dans l'avènement des mondes virtuels, je vais faire telle puce qui aura telle performance. Et donc, finalement, cette annonce, on peut l'interpréter comme un système, comme un signal qui a vocation un peu à aligner les acteurs de l'écosystème. Et ce signal, il est pris au sérieux à la fois en France, et dans ce cas-là, ça va être autour du terme technologie immersive, et à la fois à l'échelon européen, et là, ça va être autour du terme monde virtuel. C'est aussi la raison pour laquelle on a choisi ce terme-là. En parallèle de cette annonce, il y a une lame de fond. En fait, faire un métavers, ce n'est pas une idée qui sort de nulle part et qui est nouvelle. Ça s'appuie sur en fait 30, 40, 50 années de recherche pour savoir faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et donc là, vous voyez un petit graphique qu'on a pu faire sur la gauche. On a fait un peu d'archéologie dans les analyses que fait un cabinet d'intelligence économique qui s'appelle Gartner et qui, chaque année, raconte un peu, cette année, c'est quoi la techno qui va être à la mode? C'est quoi la techno qui est au max de sa hype? C'est quoi la techno qui commence à faire un peu des déçus parce que les attentes étaient un peu surestimées? Et c'est quoi les technos qui sont en ordre de marche? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 90, toutes les briques des mondes virtuels, en fait, elles sont dans ces analyses parce qu'elles sont développées dans les entreprises de la tech. En parallèle de cette lame de fond technologique, on a aussi les industries créatives qui dessinent ce que sont et ce que seraient les métavers, avec par exemple des films comme Matrix ou Ready Player One. Mais aussi avec des jeux vidéo, certains se définissant eux-mêmes comme des mondes virtuels ou des métavers, comme les Sims, Second Life, GTA, Fortnite ou Roblox. Et ce qui nous interpelle, c'est qu'on a là une proposition de nouvelles technologies et de nouvelles offres, alors qu'on a un système numérique qui est déjà soumis dans son ensemble à l'épreuve de la contrainte énergétique et climatique. Maintenant, la question, c'est comment fait-on pour étudier les impacts environnementaux alors qu'on ne sait pas exactement ce que seront, ou plutôt ce que seraient les mondes virtuels? Alors là, pour en évaluer l'empreinte environnementale, on a besoin d'une double approche. La première approche, elle part des technologies qui sont sous-jacentes au monde virtuel et aux caractéristiques des mondes virtuels. L'idée, c'est de se dire, si mon monde virtuel a telle ou telle caractéristique, qu'est-ce que ça veut dire sur le contenu matériel dont on a besoin et donc sur le contenu énergétique et carbone? Ça, c'est la première approche. Et on a besoin d'une seconde approche qui, elle, cherche à se rapprocher du service qui pourrait être rendu par le monde virtuel. À quoi est-ce que ça servirait et dans quel contexte d'utilisation?
Et ça, c'est plutôt l'approche par cas d'usage, et ces deux approches sont complémentaires. Alors pour ce qui est de la première, qui part plutôt donc des différentes voies de développement technologique possibles et donc des différentes caractéristiques que les mondes virtuels pourraient avoir, il y a 4 grandes caractéristiques qui font quasiment consensus dans l'écosystème numérique. La première, c'est l'immersion, le fait que l'utilisateur soit plongé dans l'environnement virtuel. La deuxième, c'est la simultanéité, le fait d'interagir de plus en plus rapidement jusqu'à être en temps réel. Ensuite, il y a la virtualisation, qui a plutôt rapport avec la façon dont le monde virtuel est créé ou dont le contenu est amené, la façon dont il est rempli. Et enfin, il y a la caractéristique de persistance, qui est le fait que même en l'absence de l'utilisateur, le monde virtuel continue de tourner et d'exister. Ensuite, on a 2 autres caractéristiques qui sont plutôt liées cette fois à la façon dont le monde virtuel est mis en œuvre et commercialisé. Donc, c'est les caractéristiques de commercialisation et de taille. Et qui sont des caractéristiques qui ont à la fois trait au modèle d'affaires, mais aussi à l'expérience des joueurs et des utilisateurs. Et enfin, on a 2 caractéristiques qui sont des dynamiques profondes du secteur numérique. On a la coexistence physique et numérique, c'est-à-dire le fait d'avoir un monde virtuel et un monde réel en interaction. C'est-à-dire qu'on veut aller jusqu'au stade où un changement dans un monde influence l'autre monde et réciproquement. Et enfin, la caractéristique de localisation, c'est-à-dire le fait de vouloir accéder au monde virtuel depuis n'importe quel endroit. Voilà un petit peu pour l'axe direction technologique. Donc, on va étudier un peu tous ces angles-là. Et après, pour la partie usage, donc synonyme de service rendu, on a, en regardant les offres qui existent dans l'écosystème numérique, donc là, on s'est beaucoup basé sur des analyses de cabinets de conseil, du marketing B2B, pour essayer de savoir à quoi il était prévu que les mondes virtuels servent. Et donc, on a choisi quelques cas d'usage qui étaient parmi ceux les plus en vogue. Et donc, dans la suite, je vous montrerai comment on a étudié le premier de cette liste sur les conférences et réunions en ligne immersives. Et donc ça, c'est caractérisé comme un monde virtuel, voire quelquefois brandé comme un métavers. Voilà un petit peu pour l'approche qu'on a eue. Et donc, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'analyser, selon toutes les directions technologiques qu'on peut prendre, quel impact ça va avoir sur l'infrastructure numérique. Et donc, vous voyez la représentation donc, qui est sur la droite. Vous voyez le premier cercle, on retrouve les caractéristiques que je vous présentais tout à l'heure. Immersion, coexistence physique et numérique, simultanéité. Et après, vous voyez à l'extérieur le type d'impact que ça va avoir sur l'infrastructure numérique et donc, in fine, sur l'empreinte énergétique et matérielle de l'infrastructure numérique. Donc, par exemple, la caractéristique d'immersion, pour pouvoir la réaliser, par quoi ça va passer? Ça va vraisemblablement passer par des terminaux immersifs, donc ça peut être des casques, ça peut être des lunettes. Si on regarde cette fois la caractéristique de persistance, le fait que le monde virtuel continue d'exister même quand on n'est pas là, ça va avoir plutôt un impact sur les centres de données pour que ça puisse exister quand on n'est pas là, etc. Et donc, au début, cet outil, c'était une grille de lecture, cette représentation, c'était une grille de lecture, une analyse, et petit à petit, c'est devenu un outil, parce qu'on s'est rendu compte, en l'utilisant dans différents contextes, que ça pouvait être en fait un outil d'aide à la décision pour des personnes qui se posent la question de j'ai une offre, un service à concevoir. Si je vais dans cette direction technologique, comment ça va faire augmenter ou baisser mon empreinte? Et de là, on en a dérivé cette représentation et je vous montrerai après comment on l'a utilisée. On va maintenant passer à la partie résultats. Et donc, je vais montrer 3 résultats différents. Le premier que je vais vous montrer, c'est un résultat un peu maximaliste. On a coché toutes les cases, toutes ces caractéristiques technologiques-là. Alors, le voilà. Ah, pardon, je me suis trompée. Excusez-moi. Avant de vous présenter les résultats, j'ai menti. Avant de vous présenter les résultats, on va faire un exercice pour se servir ensemble de cette matrice. Et on va prendre le cas d'un jeu qui existe, qui s'appelle Fortnite. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà joué à Fortnite. Il y a plusieurs modes de jeu dans Fortnite. Il y a un mode de jeu qui est bac à sable, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir aller créer le monde qu'ils veulent. Et il y a un autre mode de jeu qui est Battle Royale. Là, c'est un petit peu différent. Il y a un univers virtuel qui est créé et vous rentrez dans la partie avec une centaine de joueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc, c'est 2 un peu mondes virtuels qui sont un peu différents. Et donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette matrice pour analyser un peu quels vont être les impacts énergétiques et climatiques d'un jeu comme Fortnite. Donc, pour ce qui est des terminaux, pour jouer à ce jeu-là, pour ce qui est de l'immersion et de la coexistence physique et numérique, pour jouer à ce jeu-là, on va utiliser des terminaux relativement simples. On peut utiliser un ordinateur,
une console, un smartphone. Ça reste à peu près des choses classiques. Pour ce qui est de la simultanéité, on en a extrêmement besoin dans un jeu comme Fortnite, parce que sinon, sur le jeu Battle Royale, vous perdez. Pour ce qui est de la localisation, on va en avoir besoin, parce que Fortnite a développé une offre sur smartphone. Donc, qui dit sur smartphone, dit se joue en mobilité. Qui dit se joue en mobilité, ça veut dire qu'il faut réussir à créer un environnement virtuel. Donc ça veut dire un paquet de données qui vont passer dans les réseaux, et notamment les réseaux mobiles. Donc ça va avoir un impact. La persistance, alors là, pour le jeu Battle Royale, on n'en a pas, puisque une fois que la partie est finie, l'environnement recommence. Par contre, pour le mode bac à sable, où tous les utilisateurs vont venir et créer leur monde, là, c'est persistant. La virtualisation et le remplissage, ça, on en a beaucoup, puisque l'idée, c'est de créer ce monde virtuel et puis de le compléter petit à petit. La taille, c'est un paramètre très important, surtout pour Fortnite, qui est un jeu à succès. Il y a à peu près 8 millions d'utilisateurs en simultané et 350 millions d'utilisateurs par mois. La commercialisation, c'est aussi un paramètre qui est très très important et qui va avoir des impacts sur le système numérique. Pour un jeu comme Fortnite, on va enregistrer les actions du joueur. Et donc, ça va lui faire un historique qui va être enregistré. Et après, on va s'en servir pour améliorer son expérience de jeu plus tard. L'ordre de grandeur, c'est 5 pétaoctets de données par mois pour juste les historiques des utilisateurs. Et enfin, j'en ai fini pour l'analyse du jeu Fortnite. Et donc, je vais pouvoir vous présenter les résultats qu'on a eus maintenant que vous avez vu comment on peut se servir de cet outil. Donc, le premier résultat qu'on a eu, on a regardé le cas d'un déploiement indifférencié. Donc, on coche toutes les cases de la matrice et d'une adoption généralisée. Auquel cas, ça nous embarque sur la trajectoire jaune. Et vous voyez, la trajectoire jaune, elle nous amène à 3,9 gigatonnes de CO2 équivalent en 2030. 3,9 gigatonnes de CO2 équivalent en 2030, c'est au moins 7% des émissions mondiales. Et ça nous met proche de la trajectoire orange, qui était parmi celles qui étaient les plus alarmantes au Shift Project dans les analyses précédentes dont on parlait, celles de 2021 et de 2019. Et la trajectoire jaune est couleur lavande, pardon. Ça, c'est le résultat qu'on a au niveau mondial. Et on a fait un exercice de se comparer par rapport à des scénarios qui existent au niveau France. Et notamment, on s'est comparé avec le scénario ADEME-ARCEP, qui va à l'année 2030. Et donc, on voit qu'avec un scénario de déploiement indifférencié d'adoption généralisée de métavers, on est bien au-delà du scénario tendanciel de l'ADEME-ARCEP. On a aussi fait l'exercice de se comparer avec les scénarios de l'ADEME pour 2050. Et donc là, on voit qu'un scénario type métavers, ça nous met forcément dans un scénario Paris réparateur, donc les scénarios S4 pour ceux qui connaissent, et donc avec les impacts environnementaux qu'on connaît. Ça, c'était le premier résultat au niveau monde. Et maintenant, je vais vous montrer une déclinaison de ce résultat au niveau France et sur le cas spécifique des réseaux mobiles en particulier, puisque c'est le deuxième projet qu'on va vous présenter. Et du coup, on a pu faire travailler les projets en interaction. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'adopter les mondes virtuels de cette façon-là au niveau français pour les réseaux mobiles? C'est toujours la courbe lavande. Et cette courbe lavande, en fait, entre 2024 et 2030, on se rajoute 4 TWh de consommation électrique juste sur les réseaux mobiles. Donc, ce n'est pas pour les centres de données ou autre, c'est juste pour les réseaux mobiles. C'est l'équivalent de 3 jours de demande sur le réseau électrique français. Voilà un petit peu pour ces premiers résultats. Maintenant, on va passer à un autre résultat qu'on a eu en étudiant un seul cas d'usage. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure la liste qu'il y avait sur la droite avec plusieurs cas d'usage. On a étudié le cas de la réunion en ligne et de la conférence en ligne avec des fonctionnalités immersives, puisque c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu parmi la promotion des mondes virtuels et des métavers. Ce cas-là, on l'a appelé la métaconférence, parce qu'on trouvait que ça sonnait bien. Mais sinon, on peut appeler ça le bureau virtuel. On peut appeler ça de plein de manières. On peut appeler ça Apple Vision Pro, si vous voulez. Il y a d'autres termes. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est comment on va réussir à étudier ce cas d'usage, quelle méthodologie on va se donner. Donc notre première étape, ça a été de décrire ce cas-là. Parce qu'il y a des offres qui existent dans l'écosystème numérique, qui sont en fait à plein d'endroits différents. Il va y avoir celui qui produit le casque, celui qui produit la puce, qui ira plus tard dans le casque, etc. Donc, il nous a fallu un peu agréger les infos de tout le monde pour décrire de quoi on allait parler. Donc, notre première étape, ça a été de décrire de quoi on parle.
Deuxième étape, on s'est dit, avec notre outil que je vous ai présenté avant, on va caractériser ce cas d'usage. Et donc, pour ce qui était de la réunion et de la conférence en ligne immersive, ça venait cocher la case d'immersion. Ça venait cocher la case de simultanéité, parce qu'on va vouloir échanger de manière assez rapide et fluide. Ça vient cocher la case de localisation, puisqu'on peut vouloir y accéder depuis plusieurs endroits, même si on se doute qu'avec un casque sur la tête, on est plutôt sur un usage fixe à domicile ou au bureau. Et ça va cocher éventuellement la case de persistance selon la manière dont l'environnement virtuel est créé. Une fois qu'on a fait ça, on se sert encore de cette matrice pour qualifier les impacts que ça va avoir et induire sur le système numérique. Donc ça va nous demander des terminaux immersifs en plus, et ça va nous demander des réseaux qui sont plus gros et plus costauds pour faire passer ces flux de données immersifs qui sont eux aussi plus gros et plus costauds. Comme on est au Shift, on a quantifié tout ça. Alors, évidemment, comme on parle d'usages qui n'existent pas, c'est un petit peu plus difficile à faire que quand les objets existent déjà. Et donc, si on adopte la métaconférence de manière assez large, on s'engage ensemble à émettre 50 mégatonnes de CO2 équivalent par an. Donc ça, c'est pour la partie effet direct et induit sur le système numérique. La raison pour laquelle on a étudié aussi la métaconférence, c'est que parmi les promoteurs des métavers et des mondes virtuels, il y en a un paquet qui disent que grâce à la métaconférence, on n'aura plus besoin de la voiture et de l'avion. Est-ce vrai? On s'est posé la question. Peut-on avoir un bilan net positif en adoptant la métaconférence? La manière dont nous, on a reformulé la question, c'est la suivante. Est-ce que grâce à la métaconférence, on va réussir à faire basculer en réunion à distance des échanges qui aujourd'hui sont physiques et qui subsistent de manière physique malgré le fait qu'existe la visioconférence? Parce que faire passer des gens qui sont en visioconférence en métaconférence, on voit bien que ça ne va pas du tout enlever ni la voiture ni l'avion, mais que peut-être que la métaconférence, ça pourrait être un outil pour éventuellement ces interactions qui étaient peut-être encore physiques, qui pourraient devenir virtuelles. Donc vous voyez, on est charitable. Et donc, ce qu'on dit, c'est que cette réponse, on ne peut pas avoir une réponse générale à cette question, puisque ça va dépendre des organisations et des entreprises. Ça va dépendre des organisations et des entreprises. Pourquoi? Parce que selon les organisations et les entreprises, il y a peut-être une appétence différente des employés ou de leurs collaborateurs externes pour virtualiser leurs relations professionnelles. Aussi parce que, selon les entreprises, les politiques RH, elles peuvent être différentes. Il y a des entreprises qui vont essayer de faire revenir, là, après les années de Covid, le maximum de leurs employés sur site, et d'autres qui, au contraire, vont essayer de favoriser le télétravail, voire de l'accompagner pour réussir à en maintenir les effets de décarbonation sur la durée. Donc voilà, donc ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de réponse générale, que ça dépend des contextes d'utilisation, et qu'il faut bien justement identifier les conditions qui peuvent rendre ce service pertinent, mais que ce n'est surtout pas un cas général, et qu'on ne peut surtout pas compter dessus pour se décarboner de manière tout à fait magique. Voilà un petit peu pour cette étude, et j'en arrive à la conclusion. Donc vous l'avez vu avec les courbes qui montent beaucoup, encourager ou entériner le déploiement indifférencié et l'adoption généralisée des mondes virtuels, ça nous met sur des trajectoires qui ne sont pas soutenables. C'est pour ça qu'on recommande d'avoir un déploiement différencié et de faire une adoption raisonnée de ces offres et usages futurs et à venir. Et donc, pour faire ça, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, cas d'usage par cas d'usage, réfléchir aux conditions de pertinence dans lesquelles ces usages peuvent être utiles. Pour réfléchir sur ces conditions de pertinence-là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire des analyses qui doivent être systématiques, donc tout le temps, qui doivent être quantifiées, qui doivent être exhaustives, c'est-à-dire qu'on va bien prendre en compte toutes les phases du cycle de vie et pas que la partie conso électrique, par exemple. Et ce qu'on rajoute ici avec cette étude, c'est que ces analyses, on veut qu'elles soient technologiquement segmentées. Ça vaut le coup de se dire, quand on a vu tous nos axes technologiques, ça vaut le coup de se dire, mon nouvel usage, est-ce qu'on a besoin qu'il soit immersif? Est-ce qu'on peut faire la même chose sans immersion ou pas? C'est ce qu'on rajoute. Et donc, ce qu'on dit aussi, c'est que orienter nos offres futures et nos choix technologiques nous permettra d'infléchir nos volumes de données et de terminaux à l'avenir, et donc de maîtriser notre consommation électrique. Finalement, on a 4 recommandations qu'on va inscrire dans 4 familles de leviers qu'on va vous présenter. Donc, des recommandations type mesure et transparence. Donc, ce qu'on souhaite, c'est conditionner les investissements à des études d'impact préalables et que les études d'impact préalables soient quantifiées et vérifient que les services s'inscrivent sur des trajectoires énergétiques et climatiques compatibles. Ce qu'on souhaite aussi, c'est généraliser de nouveaux paradigmes de conception
qui permettent d'orienter l'innovation vers des technologies sobres et résilientes. C'est plutôt une chance en fait de pouvoir se poser la question a priori au moment où on conçoit une offre, de se dire à quoi on veut que notre offre elle nous serve pour demain. On n'est pas en train de regarder un usage qui existe déjà et de se dire comment on le réduit. On est en train de se dire les trucs qu'on invente demain, comment est-ce que ça nous aide. Autre recommandation, c'est l'idée de s'affranchir des spécifications et projets incompatibles avec une réduction de l'impact du système numérique. Quand on a fait nos études, on a vu que la combinaison de l'immersion, de la simultanéité et de la localisation, ça nous mettait sur des trajectoires insoutenables. Ce qu'on peut déjà dire à cette étape-là, c'est que faire le combo de ces 3 caractéristiques, ce n'est pas une bonne direction. Et enfin, on recommande de former les parties prenantes du processus d'innovation aux impacts systémiques et environnementaux des choix technologiques qu'ils alimentent. C'est-à-dire à les former sur ces impacts environnementaux, à la fois des investisseurs, des conseillers, des gens qui conçoivent ces offres et ces services, aller en amont dans les laboratoires de recherche, etc. J'en ai fini pour cette partie sur les mondes virtuels et je vais passer la parole à Maxime pour parler des réseaux. Hop, merci Marlène. Du coup, là, c'était la première phase de la pièce, à savoir les usages. C'est par ce bout-là qu'on l'a pris dans ce rapport. Si on a fait 2 projets en parallèle, c'est parce qu'on a voulu prendre le problème par les 2 bouts. Voilà, comme ça on remonte la ficelle et normalement on arrive au bout, comme la belle et le clochard. Là, la partie qu'on va aller creuser à ce niveau-là, ça va être la partie infrastructure. Donc on va repartir de la physique du machin, de la réalité matérielle, et on va essayer de regarder comment ça se reconnecte à toutes les dynamiques qu'on a évoquées en introduction avec Hugues et qu'on a décrit là sur l'exemple des mondes virtuels. On va commencer par les réseaux mobiles et ensuite on aura les réseaux satellites qui sont 2 briques d'un même type de dynamique. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux réseaux mobiles dans le cadre de l'impact environnemental du numérique? Parce que au niveau mondial, les réseaux mobiles, les réseaux en tant que tels représentent du coup plus de 10%. En fait, c'est à 12%, c'est l'évaluation du shift, et 25 à 35, c'est ce qu'on peut trouver dans la littérature scientifique. Donc l'ordre de grandeur, c'est celui-là. C'est entre 10% et plus d'un tiers de l'impact carbone du numérique, phase de production et d'utilisation comprise, qui sont dus au réseau. Donc déjà, quantitativement, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas un truc qu'on peut mettre sur le côté en disant non, il n'y a que les smartphones. Il n'y a pas que ça. La deuxième raison, c'est, et du coup on passe de l'autre côté de la double contrainte, là on passe côté énergie, on va faire un focus sur l'électricité parce que le numérique a un fort impact sur la ressource électrique. Et du coup, la deuxième raison, c'est la place des réseaux mobiles dans les dynamiques, dans la consommation totale des infrastructures réseau dans le monde et dans la dynamique d'évolution. Aujourd'hui, du coup là je vais vous afficher les chiffres 2020 juste après, mais on a une dynamique de l'ordre de plus 12% par an dans le monde sur la consommation de ces réseaux. En 2020, ils représentaient déjà les 2 tiers en fait, de la consommation, soit 1,5 fois celle des réseaux fixes. Voilà. Donc les réseaux mobiles, les réseaux sont une part non négligeable de l'impact carbone du numérique, et en fait les réseaux mobiles dans la structuration des dynamiques des réseaux ont une part absolument non négligeable. Pourquoi? On l'a vu en fait, il y a beaucoup d'usages aujourd'hui et d'applications qui sont proposés selon le paradigme du n'importe quel contenu, depuis n'importe où et à n'importe quel moment. Ça, c'est de la mobilité. Et pour faire ça, on fait des réseaux mobiles. On ne se balade pas avec un câble Ethernet dans un train. Donc, il faut bien un réseau mobile. Et donc, cette mobilité accrue de plus en plus et croissante des usages, des applications, de la manière dont on conçoit notre accès au numérique, en fait, elle a ça comme effet. C'est que les réseaux mobiles, du coup, ils prennent une part de plus en plus importante dans la consommation totale. Et du coup, c'est ce fil-là qu'on va essayer de tirer dans les slides qui suivent. Le périmètre de l'étude, avant tout. Il y a du coup 3 briques dans les réseaux. Souvent, on parle de la première et de la dernière. On a rajouté les réseaux satellitaires parce qu'ils deviennent non négligeables. Le périmètre de l'étude que là, on va vous présenter intègre les réseaux mobiles sur lesquels on a fait une modélisation fine qu'on va vous décrire juste après au niveau français pour faire le cas d'étude, et les réseaux satellitaires sur lesquels on a regardé au niveau monde quels étaient l'ordre de grandeur des impacts et les dynamiques structurantes. Les réseaux fixes, on ne les a pas étudiés dans cette étude. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut tracer un périmètre, parce qu'il faut bien finir le projet en temps et en heure. La deuxième raison, c'est que les réseaux fixes, en fait, sur le fond, ont des dynamiques
au niveau français européen qui sont déjà bien enclenchés, déjà bien identifiés. C'est-à-dire que là où il faut créer de la connaissance sur qu'est-ce qui motive, comment ça s'articule, sur les réseaux mobiles, il y avait beaucoup plus d'enjeux à apporter de la connaissance et à débloquer des points de blocage, aider à débloquer des points de blocage dans la compréhension des dynamiques au sein des parties prenantes du secteur. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce périmètre-là et c'est celui du coup qu'on va utiliser pour creuser le sujet. Ensuite, au niveau du périmètre géographique, on a utilisé le périmètre France pour la modélisation des réseaux mobiles pour construire le modèle. Ce modèle, il a été construit de la manière la plus paramétrable possible, de manière à pouvoir être appliqué ensuite, repris et appliqué, pas forcément par nous, hein, c'est pour ça que le modèle est en accès libre, repris et appliqué sur d'autres zones géographiques. L'idée, c'est de pouvoir éclairer des décisions, et on va le voir, sur des zones géographiques qu'on connaît. Et le « on » dépend de qui reprend le modèle. Nous, on connaît bien la France, on connaît ses logiques d'opérateurs, ses logiques de régulation. Donc, on a construit le modèle dessus. Et les paramètres peuvent être changés pour être adaptés à différentes zones, à différents contextes. Et à la fin, pouvoir éclairer des prises de décision à des échelles plus larges. Et donc, l'échelle de décision à laquelle le minimum, en fait, auquel on aspire au Shift, c'est le niveau européen sur le numérique, pour avoir une taille d'infrastructure qui est suffisamment conséquente pour peser sur des dynamiques macroscopiques, tout en étant une taille sur laquelle on peut avoir la main en termes de gouvernance et de réflexion stratégique. Voilà pour les périmètres. Et encore une part de méthodologie, parce que vous savez, au Shift, on aime bien la méthode. Jusque-là, au Shift, entre 2018 et 2021, nos modélisations se sont appliquées sur des modélisations tendancielles. Les modélisations tendancielles, ça part d'une tendance observée. À partir de cette tendance, on va en sortir des indicateurs simples qui nous permettent en fait de capter les interactions entre deux dynamiques et ensuite de les projeter dans le futur. Sur les réseaux, on l'a beaucoup fait avec le kilowattheure par gigabyte, qui a fait couler de l'encre et des mots et qui continue, si vous avez suivi quelques échanges qu'on a eus sur le sujet. L'avantage de ce type d'indicateur, c'est que ça nous permet d'attraper en fait les dynamiques macroscopiques des infrastructures et de lier le trafic, c'est-à-dire ce à quoi elles servent, en partie avec leur consommation, donc un indicateur d'impact. Ça nous permet d'attraper des dynamiques qui sont très macroscopiques. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'elles ne décrivent pas la réalité technique du sujet. Ce qu'elles nous permettent, c'est de décrire les liens qui sont au niveau macroscopique entre deux grosses parts du système qu'on a synthétisées de manière simple pour pouvoir décrire les interactions entre, là, dans le cas du kilowattheure par gigabyte, les usages via les volumes de données et les infrastructures qui vont nous donner le côté offre. Et on va voir que c'est cette double interaction qui, en fait, structure la manière dont on peut comprendre ce qui motive le déploiement des réseaux. Mais du coup, là, on s'est attardé sur une autre méthode. On a construit un modèle qui est basé sur un autre paradigme, qui est une modélisation conséquentielle, qui a été construite notamment, intégralement, par notre groupe de travail sur le réseau mobile, dont l'un des membres vous parlera tout à l'heure. L'idée de cette méthode de modélisation, c'est de partir en fait des choix de stratégie, de déploiement, d'adéquation technologique, c'est-à-dire quelles caractéristiques on va mettre à l'intérieur, quels sont les niveaux de débit, les types de technologies, etc. Des choix de couverture et du coup des contraintes réglementaires qui existent aujourd'hui dans le cahier des charges de l'ARCEP, etc. Et des besoins en capacité qui vont être basés sur une projection des usages auxquels on doit répondre ou des usages qui arrivent pour avoir un réseau qui permet de répondre aux besoins auxquels on a décidé qu'il voulait répondre. Et donc du coup, à partir de ces choix et de ces stratégies, on les traduit en inventaire d'équipement, c'est-à-dire en nombre de poteaux qu'on a plantés, d'antennes qu'on a mis dessus, et de tout un tas de mots que j'ai appris pendant ce travail, qui nous permettent derrière de déployer le service. C'est le type de graphique que vous voyez en haut. Je ne vous demande pas de le lire, c'est juste pour illustrer, parce que c'est mieux que les mots et il y a des couleurs. L'idée, c'est qu'à partir des choix, on a pu calculer sur le territoire français différentes zones classées par type de densité, réparties par type de densité, les technologies, les sites et les stations de base qui étaient effectivement déployés dans le modèle selon les contraintes qu'on avait mis en entrée. À partir de ça, on est capable d'en calculer les impacts. Là, j'ai mis l'exemple de la consommation électrique. Donc, il y a une partie fixe et une partie variable qui est prise en compte et qui évolue au cours du temps suivant les évolutions des usages et les évolutions du nombre de sites et de stations de base plutôt qu'on a déployés. Et donc, tout ça, ça nous permet derrière de le traduire en émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte la phase de production, et donc la production des équipements de réseau, et la phase d'utilisation. C'est ces résultats-là qu'on va synthétiser dans les courbes que vous allez voir tout à l'heure en grands scénarios. On les a réagrégés pour avoir la ligne macroscopique. Mais du coup, c'est ça le détail de la méthode. Ce que ça permet, cette approche conséquentielle par rapport à l'approche tendancielle, c'est que ça nous permet de comprendre les effets des choix
concrets sur les infrastructures d'une zone que l'on connaît et les impacts qui en découlent. Et c'est la différence avec la méthode tendancielle. La méthode tendancielle vous permet d'attraper des dynamiques sur des zones dont vous ne connaissez pas la réalité du terrain. La méthode conséquentielle vous permet d'éclairer de manière plus fine des choix sur des zones que vous connaissez et dont vous pouvez traduire dans le modèle les réalités de terrain. Donc la manière dont sont prises les décisions, dont sont construits les cahiers des charges, les tendances des acteurs, la manière dont ils mutualisent ou pas leurs infrastructures, etc. Voilà pour le point de méthode. On va commencer à rentrer dans les résultats. Je fais comme Marlène. Je vais essayer de ne pas me tromper de résultat. J'ai le droit. Avant, c'est cette grille de lecture que j'évoquais tout à l'heure. La partie usage et la partie infrastructure sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne faites pas varier le diamètre de la pièce sans faire varier le diamètre des deux faces. Ou alors, je veux bien voir votre tour de magie. Les deux faces d'une même pièce qui interagissent entre elles. Les usages, si on l'attrape par un bout, ça va de la voix, donc là on est dans les réseaux mobiles, hein, ça va de l'usage voix, c'est l'époque où on a appelé pour la première fois dans la rue, jusqu'à maintenant où on peut regarder des vidéos en 4K sur un écran qui n'est pas adapté, mais bref, sur un téléphone. Ces usages-là, c'est des nouveaux usages qui vont se déployer, qui vont être rendus possibles par des infrastructures. Ces infrastructures, c'est depuis la 2G jusqu'à la 5G maintenant. Les infrastructures, quand on les déploie, elles vont permettre de nouvelles capacités qui vont permettre des usages. Personne ne va objecter ça, parce que personne n'a jamais regardé de vidéo sur un téléphone avant le déploiement de la 3G. Et encore, une vidéo, c'était plutôt un GIF. Personne n'a regardé de vidéo dans la rue sur un smartphone avant l'invention d'un réseau mobile capable de transmettre le flux vidéo sur un terminal qui était adapté pour le faire, parce que c'était impossible, c'est logique. Donc, le déploiement d'infrastructures permet l'adoption des usages. Derrière, une fois qu'on a déployé l'infrastructure, on va faire ces nouveaux trucs, et ces nouveaux trucs vont appeler des nouvelles capacités, parce qu'on va l'utiliser davantage, ça va se démocratiser, comme on dit, ça va se déployer, être adopté, etc. Et du coup, ça va appeler de la capacité du côté des infrastructures. Et ça, ce deuxième passage, c'est l'effet d'usage. Tout ça, c'est bien les deux phases d'une même dynamique qui vont s'alimenter l'une l'autre. Qui de l'œuf ou de la poule, je n'aurai pas de réponse ce soir, je suis désolé. On parle de systémique. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre où sont les différents leviers sur les différents points d'une dynamique qui est déjà lancée. Si on garde ce schéma de pensée, on peut décrire des grandes dynamiques, deux grandes charpentes des dynamiques de déploiement des infrastructures aujourd'hui. Il y a les déploiements pour couverture et pour répondre à des contraintes réglementaires qui vont du coup on va décider qu'il y a certaines zones, certaines populations qu'on va vouloir couvrir avec un certain niveau de service. Donc du coup, on va déployer ces infrastructures. Une fois qu'on les a déployées dans ces nouvelles zones, et pour ces nouvelles populations, on va pouvoir faire des nouvelles choses. On va pouvoir regarder de la vidéo ou peut-être faire de la VR, ou alors on va pouvoir envoyer des mails ou consulter un site des impôts qu'on ne pouvait pas faire, qu'on ne pouvait pas consulter avant. Donc on va adopter ces nouveaux usages. Petit à petit, ces usages vont pénétrer dans la population, etc. L'adoption de ces nouveaux usages, ils vont être plus intenses. Ça va du coup solliciter davantage les infrastructures réseau. Et c'est cette sollicitation-là qui, derrière, va appeler des déploiements capacitaires où les opérateurs vont dire telle zone, on a des risques de saturation, on va aller déployer davantage, et du coup, pour augmenter la capacité d'un réseau qui est déjà déployé en termes de couverture et pour répondre aux contraintes réglementaires. Et du coup, on voit bien que c'est une manière, alors c'est une grille de lecture, il y en a sans doute d'autres, mais c'est une manière qui permet de comprendre ce double effet, et en fait, cet effet boucle. Peu importe où vous commencez, suivant vous voulez prendre votre point de départ, vous finirez par parcourir la boucle. Et une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre les résultats qu'on va vous présenter après de manière quantitative et macroscopique. Si on essaye de traduire ces dynamiques en ce qui se passe effectivement, comment on décide des enjeux de couverture et des cahiers des charges réglementaires par rapport à des usages? C'est-à-dire qu'on a prévu que on voulait que la population soit en mesure de faire quelque chose à tel endroit et tel usage. C'est pour ça, du coup, qu'on va décider, on va faire une stratégie de déploiement. On anticipe certains usages. On décide que ces usages, on veut les rendre possibles. Une fois qu'on a déployé, ces usages, ils sont possibles. Du coup, il faut déployer les usages, puis il y a les infrastructures. Et donc, en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il y a une dynamique cyclique, plutôt autoréalisatrice. En tous les cas, c'est une manière de la décrire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une grande direction transcendantale et qui viendrait de manière complètement exogène donner une dynamique au secteur. Non, c'est que les courbes d'usage, de consommation de données sur lesquelles on construit les stratégies économiques des acteurs, les cahiers des charges publics, etc., intègrent
une certaine vision de l'évolution des usages. Et ensuite, on les rend possibles et ils se déploient et on dit vous avez vu, on avait raison. Ouais, oui, parce qu'en fait, on a déployé ce qu'il fallait pour que ça se déploie, effectivement. Et si on ne déploie pas les usages, ça devient des actifs échoués, mauvaise idée. Donc, cette dynamique cyclique, une fois qu'on l'a comprise, on comprend qu'en fait, là où on a la main, c'est sur cette projection-là, cette projection de la taille des infrastructures et de la manière dont on conçoit l'évolution des usages. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir à ce qu'on peut donner comme direction à notre infrastructure numérique. Elle ne se choisit pas toute seule. On n'a jamais vu une station de base s'installer seule, je crois. Bon, les opérateurs me donneront tort si je me trompe. Une fois qu'on a agrégé tout ça, j'en viens au résultat. Au niveau macroscopique, au niveau du territoire français, on a produit différents scénarios qui nous permettent de regarder un peu quels sont les futurs possibles pour nos infrastructures numériques, nos réseaux mobiles, en regardant leurs impacts électriques et leurs impacts carbone en prenant en compte la production et l'utilisation. C'est une évolution entre 2020 et 2035 qui vous est présentée ici, avec le niveau 2020 placardé en bas en rouge. Pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que l'objectif dont Hugues parlait tout à l'heure pour réduire la consommation, les émissions carbone du réseau du numérique dans le monde, construit par SBTI, c'est un objectif de moins 45% en 2030 par rapport à 2020. Notre référence, c'est 2020, dans l'objectif que s'est donné le secteur. Nous, en le traduisant et en adaptant en fait le levier qui revenait à jouer sur la décarbonation du mix, comme en fait on a un levier moindre, on arrive à moins 30% au niveau de la France. Notre référence, c'est 2020. On est censé du coup faire moins 30% là. D'un coup d'œil, on voit qu'on n'est pas exactement pile poil sur la trajectoire qu'on voulait atteindre. Bon. Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? En termes de chiffres, ça donne ces ordres de grandeur-là. C'est-à-dire que l'impact carbone des réseaux mobiles en France, d'ici 2035, si on suit le scénario cahier des charges, qui est un peu le scénario qui s'appuie sur les cahiers des charges actuels du coût réglementaire et les projections actuelles d'usage utilisées par les opérateurs. La trajectoire exponentielle, c'est la même trajectoire et les mêmes contraintes réglementaires de déploiement et de couverture, mais avec des usages qui vont augmenter un peu plus. C'est-à-dire que dans l'usage exponentiel, on a le déploiement d'usages comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, un peu de réalité virtuelle. On est en dessous du scénario méta-métavers. Je ne l'ai pas mis là parce que sinon c'est vraiment difficile de lire les échelles, ce qui monte vraiment haut. Du coup, on est 4 TWh en dessous, comme l'a dit tout à l'heure Marlène, entre le scénario méta-métavers et puis nos deux scénarios bleus ici. Ça rajoute, entre 2020 et 2035, de l'ordre de 5 TWh pour le usage exponentiel, qui est tout à fait possible. 5 TWh, pour donner une comparaison qui, a priori, va rien vous dire, mais qui, en fait, va vous dire quelque chose si vous vous projetez un peu dans le futur. C'est ce dont on a besoin dans le plan de transformation de l'économie française pour décarboner les engrais en 2050. Dit autrement, c'est l'électricité qu'il nous faut pour produire à manger de manière décarbonée. Si on n'a pas cette électricité, on ne sait pas comment on produit des engrais de manière décarbonée. Et donc, on ne sait pas comment on produit à manger de manière décarbonée en 2050. Et en fait, c'est ce genre d'arbitrage qu'il va falloir faire. Aujourd'hui, dans les exercices de planification électrique, et RTE commence à soulever le sujet de manière très sérieuse, en fait, on n'a pas pris en compte l'évolution du numérique parce qu'on a fait confiance tranquillement aux prévisions qui disaient que l'efficacité énergétique allait permettre d'atteindre des paliers de consommation, que ça allait aller. Bon, ça c'est ce qu'on nous a répondu notamment, ce que certains acteurs ont répondu aux personnes, parce qu'on n'est pas les seuls quand ils travaillent sur l'impact en 2018, 2019. Et ce qui est bien, c'est qu'en 5-6 ans, on commence à avoir des tendances. Et ça augmente. Voilà. Comme ça augmente, on est plutôt sur ce type de trajectoire. Donc, on a 5, et pour être exact, là dans ce cas-là, c'est 5 TWh. Dans les prévisions RTE, ça peut être de 20 à 30 TWh qui ont été oubliés. On n'avait pas pensé que ça allait arriver, de consommation du numérique, tout compris, qui vont être appelés. Et donc, en fait, c'est ces arbitrages-là qu'il faut bien comprendre. Si on déploie les mondes virtuels, en fait, c'est 5 TWh en plus, peut-être 4 TWh en plus des 5 TWh en plus, il va falloir aller les chercher quelque part. Parce qu'un système électrique, ça ne se fait pas grossir comme ça d'un claquement de doigts. Il faut le construire. Et donc, du coup, il va y avoir des arbitrages. La question, c'est quelle priorité veut-on donner à quelle partie de nos usages numériques? Bon, nous, on s'est dit que ça allait un peu haut. Donc, on a essayé de mobiliser 2 premiers leviers. Soit une éco-conception seule. Alors, c'est une éco-conception un peu poussée, on est au shift. Donc, on a fait de l'éco-conception systémique. On n'a pas été enlever un capteur à un endroit en disant « ça y est, on est vert ». On a été chercher vraiment une éco-conception qui vise à mobiliser donc, tous les leviers d'efficacité énergétique que les acteurs aujourd'hui déploient et sur lesquels ils recherchent, les leviers d'allongement de la durée de vie des équipements, etc., mais aussi des leviers d'adéquation technologique où on va réfléchir quels équipements on va déployer
par rapport aux endroits et aux usages qu'on veut rendre possibles. Le deuxième scénario, du coup, le scénario en trait plein, qui est le scénario... pardon, ça c'est le scénario en trait plein, c'est les conceptions systémiques. Le scénario en trait pointillé, c'est celui où on va mobiliser uniquement de la sobriété individuelle, c'est-à-dire qu'on compte sur le fait que les gens regardent moins de vidéos et consomment moins de données parce que c'est bien, ils ont lu les rapports du Shift. D'ailleurs, ils ont mal lu les rapports du Shift, parce que c'est pas ça qu'on préconise. Ces deux leviers, mobilisés individuellement, ne permettent pas, vous le voyez, on n'est toujours pas à moins 30%, ils permettent de limiter l'augmentation, mais ils ne permettent pas de limiter l'impact en tant que tel. Du coup, on a fait un autre scénario, où on mobilise non seulement les co-conceptions systémiques, mais aussi des leviers de sobriété collective, c'est-à-dire qu'on va mobiliser, on va construire le système de manière à pousser des usages de sobriété. Donc c'est la différence entre faire une campagne d'affichage en disant « Allez, courage, il faut regarder moins de vidéos, voilà », ou alors désactiver l'autoplay par défaut, ou adapter la résolution au type de terminal sur lesquels on regarde. Il y a des résolutions qui ont été baissées tranquillement pendant le Covid, personne ne l'a vu. En fait, ça, c'est de la sobriété structurelle. C'est-à-dire qu'on va... Pourquoi il a disparu? Ah, pardon, il est là. C'est de la sobriété structurelle, c'est-à-dire qu'on va construire des infrastructures qui vont pousser les comportements à être plus sobres. Et donc, ça nous donne la courbe jaune. Cette courbe jaune, on voit qu'en fait, on arrive à maîtriser, à reprendre la main sur l'impact des réseaux mobiles en France. Et on n'a pas réussi à faire mieux. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est reprendre la main. Mais c'est pas rien, c'est important. Je vous rappelle qu'on économise 5 TWh quand même. Et on a faim en 2050. Donc on veut ces 5 TWh. Reprendre la main, du coup, ça nécessite de mobiliser les leviers de manière systémique. C'est-à-dire qu'il faut penser une trajectoire de référence, c'est les moins 30%, pour savoir vers où on va, quel est le budget qu'on peut s'accorder, et derrière, mobiliser les leviers de manière complémentaire. Si on les saupoudre ça et là, sans effort de planification et d'organisation, ça vous donne les courbes oranges. C'était une bonne idée, mais bon, tant pis pour c'est la prochaine civilisation qui jugera à quel point on aurait pu faire mieux. Un autre message que je reprends, que Hugues a cité tout à l'heure, il y a les 3/4 de l'impact des réseaux qui a été décidé en 2020. Entre 2020 et 2025, en gros, c'est le moment où on a coulé du béton, on a planté des poteaux, et puis après, on déploie les stations de base au vu d'un calendrier qu'on a fixé réglementairement dans les années 2020. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce que c'est ce qu'on disait. L'important, c'est de comprendre quels sont les choix qui vous mettent sur une trajectoire ou l'autre. Les choix qui ont été faits en 2020 nous ont mis sur une certaine trajectoire. Donc en fait, la manière de reprendre la main sur cet impact, c'est de réfléchir à cette trajectoire et de la re-réfléchir. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, dans sobriété collective, il y a aussi le déploiement, non pas généralisé, mais ciblé de la 5G. Il y a le non-déploiement d'une 6G telle qu'on l'imagine aujourd'hui, parce que la 6G, pour l'instant, elle est conçue au niveau européen, et c'est écrit noir sur blanc, ou bleu sur blanc, je ne me souviens plus du template, que c'est là pour permettre les mondes virtuels. C'est l'objectif. Nous, on dit si on met une 6G, parce qu'on est en train de commencer à la concevoir, si dès maintenant on écrit dans le cahier des charges, ce truc, ça doit avant tout permettre de baisser l'impact absolu, pas l'impact par octet, parce que ça fait longtemps qu'on le fait, l'impact absolu du système numérique. Et là, on commence à avoir des outils qui nous permettent de reprendre la main. Sinon, on reste sur les 75%, on n'a pas la main dessus, et puis du coup, on montera vers le haut, et puis on discutera de comment on fait pousser nos carottes. Voilà pour les réseaux mobiles. Je vais du coup passer la parole à Marlène, encore une fois, pour parler des réseaux satellitaires qui sont une brique complémentaire en fait, de cette dynamique-là. Merci beaucoup. Et donc, sur les réseaux satellitaires, on va commencer par un petit point de contexte pour décrire de quoi on parle. Ensuite, vous dire pourquoi on a jugé important d'étudier les réseaux satellitaires. Et enfin, vous présenter l'étude qu'on a faite de 3 solutions types d'accès à Internet par satellite et de leur impact environnemental. Alors, le petit point de contexte tout d'abord. Aujourd'hui, pour accéder à Internet par satellite, on peut le faire depuis des orbites géostationnaires, c'est-à-dire les orbites qui sont à 36 000 km au-dessus de la Terre, et du coup qui vont rester fixes au-dessus de la même position terrestre. On peut aussi accéder à Internet depuis d'autres orbites qui ne vont pas être géostationnaires et auquel cas les satellites sont plus fixes au-dessus du même point de la Terre et vont être défilants. Et comme ils vont être défilants et qu'on veut un accès à Internet continu, on va en mettre plein. Et c'est pour ça que ça prend la forme d'une constellation pour garantir un accès à Internet continu. Et aujourd'hui, les constellations dont on va parler, elles sont principalement situées en orbite basse, en Low Earth Orbit, d'où l'acronyme LEO. Ça, c'est le premier point de contexte.
En voici un second. Pour étudier les réseaux satellitaires, on va étudier à la fois les satellites qui sont en orbite, mais aussi les lanceurs qui permettent de les mettre sur orbite, et aussi les stations sol et les antennes utilisateurs, parce que c'est ces stations-là et ces antennes-là qui vont être finalement le point de contact entre nos usages au sol, les satellites et le réseau Internet. Voilà pour le contexte. Maintenant, je vais vous dire pourquoi on a étudié les réseaux satellitaires, et en prenant d'abord le point de vue du secteur spatial et ensuite le point de vue du secteur numérique, puisque c'est un sujet qui se situe vraiment à l'intersection des deux secteurs et qui va être important de traiter pour les deux secteurs. D'abord pour le secteur spatial. Quand on regarde la courbe de droite, ce qu'on voit d'abord, c'est cette petite barre bleu clair. C'est les satellites de télécommunication depuis 2010. C'est 20% de la masse de charge utile envoyée chaque année en orbite. Et puis après, à partir de 2015, ce qu'on voit, c'est la barre bleu marine qui augmente. Et ça, c'est la masse qu'on va envoyer pour les satellites de télécommunication en orbite basse, donc les constellations. Et il y a une année qui est un peu charnière dans ce graphe-là, c'est l'année 2022, puisque en 2022, on va envoyer autant de masse de satellites pour les constellations que pour tout le reste des missions spatiales. Ce n'est pas une intégrale, c'est pas ce que là maintenant il y a sur l'orbite, c'est ce que chaque année on envoie. Quand on regarde un petit peu cette barre bleue, à quoi elle est due et qu'on décompose, c'est principalement dû pour 94% aux constellations Starlink et OneWeb. Et dans ces 94%, il y en a 90 pour Starlink uniquement. Ça, c'est que le début de l'histoire, parce que en fait, ce phénomène-là, c'est juste l'amorce d'une infrastructure de réseau satellitaire qui est en train d'être déployée. Et donc là, vous voyez, on a pris les prévisions du secteur pour aller de 2010 à 2050. Donc le début, c'est la tendance historique. Après, vous voyez la barre bleue qui commence à monter. Hop, c'est l'essor dont on parlait tout à l'heure. Et après, vous voyez les constellations qui sont les plus en vogue. Il va y avoir toute une phase pendant laquelle on va les mettre en orbite. Et puis, en fait, elles ont des durées de vie assez courtes. L'ordre de grandeur, c'est 5-7 ans. Et donc, en fait, à partir de 2035, ce que vous voyez, ce plateau, c'est juste la masse qu'on va envoyer chaque année, juste pour renouveler notre infrastructure. Ça, c'est une première raison d'étudier ces réseaux satellitaires. L'autre raison, c'est les effets hors CO2. Et donc, c'est là où, désolé, mauvaise nouvelle, il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur spatial, il y a d'autres émissions. En fait, au lancement, les lanceurs ils vont émettre des particules dans la stratosphère, et ces particules, elles vont avoir un peu des pouvoirs différents en termes d'absorption ou de réflexion des rayonnements, soit qui arrivent du Soleil, soit qui arrivent depuis la Terre. Par exemple, les suies, elles vont absorber le rayonnement solaire incident, et du coup, ça va réchauffer la stratosphère, et ça va avoir un impact climatique. Il y a aussi, lors de la réentrée des satellites, là c'est un peu plus haut dans l'atmosphère, où pareil, il y a des particules qui vont être émises, et là aussi, il va y avoir des impacts climatiques. Ces impacts, aujourd'hui, ils ont l'air alarmants, puisque l'ordre de grandeur, c'est 4 milliwatts par mètre carré de forçage radiatif en 2019, avec juste 100 lancements. C'est suffisant pour nous interroger, puisque le forçage radiatif de toutes les activités humaines, c'est 2,7 watts par mètre carré. Ce qui attire notre attention aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu peu d'investissements sur des études pour étudier ces effets-là. Ça peut paraître normal, puisque l'empreinte du secteur était relativement stable, mais là, considérant son essor, il s'agit de s'y interroger. Donc en résumé, pourquoi c'est important pour le secteur spatial d'étudier cette empreinte? On a une croissance de la masse de satellites envoyés en orbite basse qui a été amorcée en 2015, et en l'absence de stratégie du secteur, on part pour décupler ces effets-là. On a des infrastructures à durée de vie courte, ce qui implique un fort taux de renouvellement, et enfin on a les effets hors CO2 aux impacts climatiques importants et non maîtrisés. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est important à étudier depuis le secteur numérique, parce que côté du secteur numérique, on peut se dire c'est des volumes de données encore faibles, c'est peut-être 1% de ce qui passe par Internet, il n'y a que 71 millions d'utilisateurs, dont 8 millions d'abonnés directs, donc c'est ceux qui ont la box et l'antenne à domicile. Mais c'est important parce que les satellites, c'est une réponse à des enjeux d'accès à Internet très particuliers. C'est pour amener à un Internet là où il n'y a pas de réseau ou là où il n'y a pas encore de réseau. Et en fait, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas encore de réseau. En France, il y aurait 16% de foyers à couvrir dans le plan France très haut débit. Et dans le monde, il y a 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Donc c'est quelque chose qui pourrait prendre sa place.
Autre raison, avec les constellations en orbite basse, on ajoute une proposition de service qui est très particulière, qui est du très haut débit et faible latence, qui est comparable à certains réseaux terrestres. Donc on voit aussi un léger risque d'empilement. Et enfin, et ça c'est ce que nous apprend le secteur spatial, les mécanismes qui sont à l'origine des impacts carbone-énergie du déploiement des réseaux satellitaires ne sont pas les mêmes que ceux du reste numérique. Ça ne va pas coûter pareil de tirer de la fibre que d'envoyer un satellite en orbite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié 3 solutions d'accès à Internet type, un satellite en géostationnaire sur la gauche et 2 constellations en orbite basse. Et vous voyez, celle la plus à droite, c'est Starlink. Donc, Starlink, aujourd'hui, c'est 1600 kilotonnes de CO2 équivalent chaque année, sans compter les effets hors CO2 que je mentionnais avant, juste pour la partie gaz à effet de serre normaux. 1600 kilotonnes de CO2 équivalent, c'est 2 fois les réseaux fixes et mobiles en France, pour vous donner l'ordre de grandeur. Et c'est pas comme on le disait tout à l'heure, c'est pas une empreinte, on va investir une fois dessus et après on pourra capitaliser dessus. Non, il va falloir sans cesse renouveler parce qu'il y a ces durées de vie qui sont extrêmement courtes. On va prendre un instant pour se poser la question de mais comment ça se fait que cette empreinte est grande et essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'origine finalement de cette empreinte et de ce dimensionnement des constellations. Et vous allez faire l'exercice suivant avec moi. Si on donne accès à Internet par satellite depuis un satellite en géo, en fait, les satellites en géo, ils couvrent 1/3 à peu près du globe. Et donc, si on veut assurer une couverture mondiale, on va en mettre 3. Après, on peut en mettre plus. Et si on en met plus, c'est pour donner plus de débit à plus de monde. Et ça, c'est du déploiement capacitaire. Aujourd'hui, il y a des dizaines de satellites en géostationnaire. Ce qu'on a avec les constellations et les orbites basses, c'est quelque chose d'un petit peu différent. En fait, les satellites, on va les mettre plus bas pour avoir une latence plus faible. L'idée, c'est que la latence, c'est le temps que vont mettre les paquets à passer dans le réseau. Et du coup, en s'économisant un peu de trajet entre le sol et le satellite, on vient réduire ce temps de latence. L'ordre de grandeur, c'est passé de 500 millisecondes à 50 millisecondes. Donc faisons ça, on descend sur les satellites sur l'orbite basse. Et comme on disait tout à l'heure, ils défilent. Et comme on ne veut pas d'interruption de service et qu'on veut une continuité, on en met plein. Ça prend la forme d'une constellation. Et donc là, on a un service à orbite basse et une couverture. Et ça, pour faire ça, l'ordre de grandeur, c'est à peu près une centaine de satellites. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que OneWeb, c'est 650 et Starlink, c'est 5000 et peut-être 12 000 et peut-être bientôt 42 000 ? Eh bien ça, c'est du déploiement capacitaire. On va en mettre plus pour fournir plus de débit à plus d'utilisateurs. Ou alors, on va en mettre plus en anticipant qu'on aura des utilisateurs demain ou parce qu'on doit garder des fréquences. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour en mettre plus. Voilà un petit peu l'explication de pourquoi une constellation, ça a une empreinte plus grande que d'autres types de satellites. Finalement, des recommandations, on en a 3. La première, c'est conditionner le déploiement des constellations à des études d'impact et prenant en compte les effets hors CO2, et donc en travaillant sur la réduction des incertitudes de ces effets hors CO2. La deuxième, c'est d'étudier de manière très approfondie les télécommunications dans le cadre de travaux sur la décarbonation du secteur spatial et du secteur numérique, puisqu'on voit la place que ça a finalement dans le secteur, et donc on ne peut pas faire l'économie de les étudier. Et enfin, troisième recommandation, c'est de rendre compatibles les stratégies actuelles de connectivité avec nos budgets carbone, puisque si on prend l'empreinte d'une solution comme Starlink et qu'on essaye de généraliser ça à un accès à Internet mondial, ça serait une impasse environnementale. Voilà, je vais repasser la parole à Maxime pour conclure sur les réseaux mobiles. Rebonsoir. L'idée là, c'est juste de faire une conclusion du coup sur les réseaux en dézoomant un peu. On a condensé ce qu'on avait appris sur les réseaux mobiles et ce qu'on a appris sur les réseaux satellites en quelques recommandations un peu plus macro. Dans le rapport, les différentes recommandations, elles sont détaillées, classées par famille, parce que vous allez voir qu'on a des belles familles de recommandations, 4 pour être exact, classées par famille, et surtout en face des recommandations, il y a des propositions d'acteurs qui peuvent se mettre à l'initiative de mise en place de ces recommandations. On a mâché le travail. Voilà. Il suffit vraiment de prendre la to-do et puis de la faire. L'idée de ces recommandations, c'est vraiment d'activer cette
logique, cette nouvelle dynamique en système, avec les différents types de leviers, pour bifurquer et faire bifurquer l'impact de notre système numérique, notre système de nos infrastructures mobiles, là, dans ce cas-là, vers une trajectoire sur laquelle on récupère la maîtrise de l'impact. Dans la mesure et transparence, l'idée, c'est qu'il faut déjà avoir les données et être capable d'en comprendre, d'avoir accès aux données de manière publique et consolidée, et d'en comprendre les périmètres de validité. Donc pour ça, il faut expliquer d'où elles viennent, comment elles ont été acquises et quelles sont leurs limites de validité, leurs limites de pertinence. Si on essaie de faire ressortir 2 messages principaux, 2 recommandations principales, je vais les lire parce que je crois que l'écran est un peu petit pour certains et certaines. Il y a besoin d'avoir des études d'impact qui sont quantifiées et qui conditionnent en fait les déploiements et les investissements. L'idée, c'est d'arrêter, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, de déployer des choses puis de se dire « Ah, ça fait augmenter l'impact. Bon, dommage, tant pis pour 2050. » Non, l'idée là, c'est de partir un peu en amont, et on est en amont sur les mondes virtuels, on est en amont sur la 6G, on est en amont sur les déploiements de la 5G de manière généralisée ou non, et de se dire, on conditionne ces déploiements à une étude d'impact qui nous permet de savoir s'ils nous placent sur la bonne trajectoire ou sur une trajectoire compatible avec les contraintes ou non. Pour ça, il faut une contrainte. C'est le deuxième point, c'est la compatibilité avec la trajectoire. Donc il faut une trajectoire qu'on propose de placer à moins 30% en adaptation de la moins 45% produite par le secteur au niveau mondial, et du coup moins 30% au niveau français à 2030 par rapport à 2020. Et cette contrainte, il faut l'écrire quelque part. Par exemple, la stratégie nationale bas carbone qui est en train d'être mise à jour, que sais-je. L'idée, c'est que cette trajectoire, ça soit un point de repère pour les acteurs, pour organiser l'écosystème avec une quantification. Une fois qu'on a cette ligne, qu'on fait les études d'impact, après, il n'y aura plus qu'à arbitrer. Et ça, en fait, on sait faire, c'est de l'organisation d'acteurs. Les leviers d'optimisation, évidemment, j'en ai parlé, c'est des leviers qui sont déjà mobilisés par les acteurs. Et là, l'idée, c'est de les organiser, de continuer de les pousser et de les mettre au service d'une décarbonation absolue et pas simplement d'une décarbonation relative qui entraîne des effets rebonds. La réorganisation collective vers la sobriété qui, en son sein, rassemble tous les leviers qui nécessitent réorganisation. Des fois, c'est des modèles d'affaires, des fois, c'est juste de la manière dont on déploie, des fois, c'est des stratégies ou des cahiers des charges réglementaires, par exemple. Du coup, c'est de passer à un déploiement ciblé de la 5G, de concevoir une 6G au service de la décarbonation et pas une 6G au service des mondes virtuels qui, par ailleurs, serait un peu sustainable, on verra. Non, c'est au service de la décarbonation comme objectif principal, etc., etc. De co-concevoir nos services de manière à ce que les usages aillent vers la sobriété et pas d'attendre des changements de comportement pour des services qui poussent un comportement contraire. Et du coup, dans la formation et compétences, qui est la 4e famille, l'idée, c'est d'aller donner les compétences en termes stratégiques de compréhension des impacts et les compétences techniques aux différentes parties prenantes des déploiements des infrastructures et des services numériques. Et la matrice qu'on présentait tout à l'heure sur les mondes virtuels fait partie du type d'outils qu'on peut utiliser. L'idée, ce n'est pas de faire des experts ACV de tout le monde. L'idée, c'est que chaque personne qui prend part au processus d'innovation et de déploiement comprenne quels sont les impacts, même qualitativement, même semi-quantitativement, sur la dynamique générale du système pour dire j'ai tel service, tel équipement que j'aimerais déployer, je regarde dans mon business model combien de personnes ou combien de kilomètres carrés je suis censé couvrir pour être rentable, et je saurai tout de suite, avec un petit calcul de comptable, si en fait mon business plan, si ma stratégie est compatible avec une réduction de l'impact, ou si en fait, s'il y a réduction de l'impact, j'échoue économiquement. Et donc, c'est que je ne m'inscris pas dans une réduction de l'impact. Voilà l'idée des 4 grands leviers pour les infrastructures. Je conclus. L'idée, c'est que là, on a vu que sur le système, et donc ça, c'est un slide qu'on a depuis longtemps, mais petit à petit, on remplit les cases, donc on avance. L'idée, c'est de décrire le système physique, donc avec les 3 tiers classiques du numérique, les infrastructures réseau, les centres de données, puissance informatique et serveurs, et puis les terminaux, et du coup d'appliquer dessus, à partir de la description physique, la contrainte carbone et énergie. Là, on l'a fait de manière précise au niveau français sur les réseaux. On voit qu'on est capable de maîtriser cet impact. Maîtriser cet impact, ça veut dire qu'on ne fait pas moins quelque chose. Or, il faut faire moins quelque chose par rapport à 2020. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut maîtriser l'impact et donc ne pas contribuer à l'aggravation du problème. Une fois qu'on a fait ça, il faut poser la question de ces réseaux mobiles, comment ils s'intègrent dans les réseaux satellitaires et les réseaux fixes, pour comprendre comment les réseaux peuvent répondre à cet objectif de réduction d'impact. Et ensuite, une fois qu'on a le potentiel de réduction ou à minima de plafonnement que les réseaux peuvent déployer, et comment on fait sur les 2 autres tiers du numérique? Parce qu'en tout, ça doit faire moins 30 ou moins 45%. Il va falloir arriver là. Donc, il y a un moment, il y a arbitrage. Et donc, du coup, un futur où j'ai des réseaux qui me permettent, parce que pour donner un ordre de grandeur, le trafic moyen divisé par la population totale, donc tout le trafic qui est sur le réseau par rapport à la population en France, dans notre scénario,
éco-conception et sobriété collective, en 2035, c'est 45 gigas par personne. C'est plus que 2 fois ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pas des bateaux en bois et on communique pas avec des signaux de fumée. Hein. Ça reste du numérique qui se développe. Mais l'idée, c'est de comprendre comment, une fois qu'on a contraint un système, on peut déployer des usages et 2 autres tiers qui sont cohérents avec ça. Et une fois qu'on a cette définition du substrat physique, on peut comprendre ce qu'on va faire dessus. Quels sont les choix technologiques et de services qu'on va pouvoir déployer, quels sont les modèles économiques, les modèles d'organisation, de gestion, de gouvernance de la donnée, les enjeux de cybersécurité, etc. Une fois qu'on a compris quelles sont les différentes conformations possibles pour notre système physique. Et donc tout ça, l'idée, c'est d'essayer d'impulser, pas seulement au niveau français, au niveau européen à minima, une direction qui pourrait être une nouvelle direction pour un écosystème européen, un écosystème numérique européen, qui aujourd'hui est en train de chercher comment est-ce qu'il va cadrer, et ça a été évoqué à plusieurs reprises pendant cette présentation, la 6G, la prochaine génération, les mondes virtuels qui sont les prochains usages. Et en fait, peut-être qu'on pourrait, dans ces cahiers des charges, dès maintenant, se dire on a peut-être un objectif qui pourrait être macroscopiquement intéressant et stratégiquement pertinent pour les dizaines d'années à venir, c'est de répondre à la double contrainte carbone et d'être résilient d'ici 2050 et 2070, plutôt que d'espérer d'avoir des usages dans tous les sens, absolument partout, sans être sûr qu'ils sont résilients et qui sont en fait possibles dans le monde physique auquel nous sommes censés nous préparer. Je vous remercie. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie suivante. Moi aussi, on va passer on est un petit peu en retard, du coup on va passer à une séquence très rapide de questions-réponses et puis on vous invitera tous et toutes à poser la suite de vos questions à un cocktail qui est juste à côté d'ici, mais je vous en dis plus après la session de questions-réponses. Donc on va passer la parole dans la salle, idéalement alternativement à un homme et une femme, comme on aime bien le faire au Shift. Donc c'est Héloïse qui a le micro de ce côté-là, et puis moi je vais me mettre de l'autre côté de la salle. Et puis bien sûr je vais inviter vous autres à monter sur scène. Donc, est-ce qu'il fonctionne? Non. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a une question par ici, peut-être, en attendant? Il faut pas aller trop. Ah, Non, ils ont le sourire, là. 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 Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je me posais une question. On a beaucoup parlé des impacts environnementaux des mondes virtuels, métaverse, réalité augmentée, etc. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu une forte hype au moment des annonces de Meta, mais que ce n'est pas finalement un usage qui va tant se démocratiser que ça. Peut-être que c'est une bulle d'esprit, je n'ai pas de certitude sur le sujet. Est-ce que, justement, vous prévoyez justement dans les différents scénarios le fait que cette hype ne prenne pas et que finalement les mondes virtuels ne deviennent pas quelque chose de certain dans nos usages? Je réponds sur la question. Ah, il marche? Oui. Je réponds sur la question des différents scénarios. Dans les scénarios sur les réseaux mobiles, typiquement, il y a différents scénarios qui intègrent différents mix possibles d'usage. C'est-à-dire qu'entre le scénario cahier des charges, où en 2035, vous arrivez à une consommation moyenne par personne de l'ordre de 150 gigas par mois par personne. Et le scénario exponentiel, où vous êtes à 300, il y a une marge de trucs qui peuvent se déployer. Dans ce mix, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des mondes virtuels et de la réalité virtuelle, c'est de l'IoT, l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle dans l'IoT au service des réalités virtuelles, etc., etc. Ces mix-là, on ne les a pas décrits exactement parce qu'en fait, on n'en sait rien, personne n'en sait rien. Par contre, ces mix-là, suivant quelle importance on va donner aux différentes composantes, ça va donner quelques grandes trajectoires. C'est celle-là qu'on a dessinées. En termes de la question de la hype, ce qu'on observe en fait, c'est que c'est des briques technologiques qui sont là depuis les années 90 et des terminologies, comme l'a dit Marlène tout à l'heure, qui sont là depuis les années 90. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les dynamiques structurantes du numérique? Et on se rend compte que les mondes virtuels, peut-être qu'ils s'appelleront différemment dans 10 ans, mais les briques technologiques qui les font et qu'on a intégrées dans les scénarios pour en quantifier l'impact in fine physique, en fait, elles seront là dans 10 ans et les questions vont se poser. Décrire exactement quels sont les usages in fine qui vont se déployer,
c'est pour ça qu'on a réfléchi par cas d'étude. Il y a des narratifs qui ont été construits dans le cadre du rapport monde virtuel. Ces narratifs permettent de se représenter un peu ce que ça pourrait vouloir dire. Et en tous les cas, ce sera un mix qui rentrera dans l'évaluation quantitative qu'on a fait dans le scénario aux différentes nuances de bleu, quoi. C'est un peu ça l'idée. Merci. Très clair. Il y avait une question en ligne, donc je vais me permettre de vous la poser. Sur le rôle des pouvoirs publics, qui officiellement est de contrôler, limiter ou interdire la fabrication et la vente de produits toxiques ou dangereux. Donc, lorsqu'une ou plusieurs entreprises dominant le secteur du numérique investissent des sommes colossales dans des outils à la fois polluants et aliénants, d'unité sociale discutable ou inexistante, la puissance publique doit-elle rester inerte face à l'hubris de firmes dont le bilan est à la fois plusieurs PIB de notre pays? C'est une question. La fin était obscure, pardon. De firmes qui en fait ont un PIB plus important que certains pays. Oui, on voit bien de qui on parle. Ouais, je pense que la réponse est un peu dans la question, hein, mais quelque part, en tout cas dans des sociétés démocratiques, la bonne réponse, c'est que si on dit que la société du futur est numérique, en partie numérique, les citoyens doivent participer à la définition de quel est le numérique que l'on souhaite pour la société que l'on souhaite. Évidemment, ce n'est pas aujourd'hui de cette façon-là que les choses se passent. Évidemment, il y a des grandes puissances technologiques qui sont aussi d'énormes puissances financières qui donnent des signaux au marché. Et ces signaux sont « nous allons là, donc si vous voulez avoir une chance de survivre, suivez-nous ». Et ça marche. Ça marche puisque, Maxime en a parlé tout à l'heure, si on consulte attentivement un certain nombre de documents de la Commission européenne, on s'aperçoit que, on va dire, 80% du contenu qui est pris en compte pour définir aujourd'hui les réseaux du futur, c'est cette idée qu'ils doivent servir de support à des mondes virtuels. La suite de la réponse, c'est qu'à partir du moment où on s'engage dans cette voie et que des investissements sont faits, eh bien, fatalement, il y a une boucle qui se met en marche et les usages, coûte que coûte, devront se déployer de façon à rentabiliser ces investissements. Un peu la même chose que quand on construit une autoroute, au départ, il n'y a personne dessus, et puis assez rapidement, elle devient très occupée. Donc c'est précisément le genre de choses que l'on cherche à éviter. Et pour l'éviter, et encore une fois, dans une société comme la nôtre, il faut pouvoir avoir un débat à la fois citoyen, mais informé. Donc notre premier objectif, c'est de fournir des informations et des outils qui permettent de mener ce débat de façon informée. Merci. Donc, je passe la parole ici. Il y avait une question d'abord. D'accord, il y avait d'abord une question ici. Je te rappelle. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce rapport. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir s'il avait déjà été envisagé de taxer les flux du numérique, déjà pour les limiter et pour financer la transition. Un petit peu comme les flux de l'aérien avaient été imaginés dans cet objectif-là. Est-ce que ça a déjà été envisagé? En vrai, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Est-ce que le chiffre l'envisage? En fait, ça sort de notre périmètre. Nous, concrètement, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'il faut trouver une manière de dimensionner le système par rapport aux contraintes qui lui sont appliquées. Ce n'est pas nous qui l'appliquons, hein. Le budget de degré, c'est l'humanité qui se l'applique à elle-même par rapport aux contraintes physiques. Et puis les contraintes énergie, c'est des contraintes physiques. Nous, ce qu'on dit, c'est en partant de ces contraintes, qui sont du coup plutôt exogènes, on regarde comment ça se traduit sur l'infrastructure, sur le numérique, et derrière, on en déduit quels sont les niveaux de débit, les niveaux de trafic qu'on peut autoriser. La manière dont on y arrive, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la variable euro,
en fait, on n'est pas très prescriptif dessus parce que ce n'est pas notre expertise. Nous, ce qu'on est capable de dire, c'est d'expliquer les dynamiques qui ne fonctionnent pas. Par exemple, l'efficacité énergétique va accélérer le truc, va résoudre le problème. On sait que ça ne marche pas. Derrière, on est aussi capable de traduire ça en termes de trafic de données. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec les différents scénarios. Et être capable de traduire ça en trafic moyen de données par personne, ça permet de donner une idée du type de contrainte ou d'évolution avec laquelle on doit jouer. Comment on la traduit après, c'est vraiment de l'organisation d'acteurs. Et c'est pour ça en fait, qu'on publie à la fois les tableurs avec les résultats, les modèles, etc. Parce que ce n'est pas le shift qui va prescrire comment on fait ça. Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de lister les enjeux et de dire où est-ce qu'il faut agir et où sont les types de leviers, les types d'acteurs. Et c'est vraiment comme ça qu'on a construit la partie levier à la fin du rapport. C'est vraiment quels sont les types d'acteurs qui doivent se saisir. Et en fait, on a listé les parties prenantes. Il y en a toujours entre 2 et 5, parce qu'il n'y en a pas un qui décide tout seul. Donc du coup, c'est vraiment cet angle-là. On a essayé de mâcher le travail jusque-là. Mais après, c'est à vous de faire le travail. C'est aux parties prenantes. C'est peut-être une opportunité, effectivement, pour taxer. Tenez, donc il y avait une question ici. Bonsoir. Bravo pour le travail réalisé déjà. Ma question porte sur les satellites. En fait, j'aurais souhaité savoir de quelle façon vous avez réussi à avoir un tel niveau de détail sur l'évolution du déploiement et du maintien de la flotte satellitaire. Dans le rapport, on indique bien toutes les données qu'on arrive à sourcer avec des sources publiques et sinon on a fonctionné par audition d'experts. Donc on s'est fait aider de gens qui sont dans le secteur et qui sont capables de dire parmi toutes les constellations en vogue, parce qu'en fait, il y a... et d'ailleurs, il y a eu un papier sur ça il n'y a pas longtemps qui était en train de dire mettre des constellations en vogue, il y en a tellement, si on les prenait toutes en compte, ça se fait trop. Et donc là, par exemple, on s'est renseigné auprès d'experts qui disent celle-là, elle a une chance d'émerger, celle-là, elle est très fiable parce qu'elle est soutenue par celle-là, celle-là, elle est fiable parce qu'elle risque de rencontrer un marché. Donc c'est ça, c'est en discutant avec les experts. Il y a quand même beaucoup de choses publiques. Alors peut-être là-haut, Bon, après, on respecte pas la parité, mais vous êtes en surnombre, messieurs, ce soir. Bonsoir. Je voulais vous demander, on a beaucoup parlé de l'Europe, mais c'est bon là. Mais du coup, c'est un système et donc il se passe aussi des choses aux États-Unis. Vous avez cité à de très nombreuses reprises une très grosse entreprise américaine. Comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qu'on peut vraiment faire et comment on influence le reste du système qui est en dehors de l'Europe? Parce qu'il se passe aussi des choses en Chine, il se passe aussi des choses en Inde et aux États-Unis, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, le centre de gravité de l'industrie du numérique, c'est pas la France, et c'est même plus l'Europe. Je dis plus parce qu'il y a une quinzaine d'années, les choses étaient un peu différentes. Aujourd'hui, ce qui semble le plus efficace, c'est de faire en sorte que ce qu'on a raconté ici soit compris et pris en compte au niveau des institutions européennes, et qu'ensuite ça traduit en un certain nombre de politiques publiques, c'est-à-dire concrètement de directives et de règlements, pour reprendre le jargon bruxellois, et qui vont avoir pour objet de faire en sorte que une certaine trajectoire soit suivie plutôt qu'une autre. Et donc ensuite, de se servir de la puissance économique du marché intérieur de l'Europe pour que les acteurs extra-européens modifient leurs pratiques. C'est exactement l'approche qui a été suivie avec le DMA, le DSA, le Digital Act, etc. etc. Et c'est on voit que c'est en train de marcher, puisque des entreprises qui n'accepteraient pas de se plier à ce type de contraintes, eh bien, dans un premier temps, s'exposent à payer des amendes qui, même pour elles, commencent à peser très lourd. Et d'autre part, si elles persistent, se condamnent à s'exclure en fait, du marché européen, ce qu'aucune d'entre elles ne voudra. Donc, la tactique sur l'impact environnemental du numérique, c'est celle-là. On va prendre peut-être une dernière question car l'heure tourne. Ilana.
D'accord. Tu as un micro? Oui. Ok. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour ces travaux et les explications. Je vais revenir un tout petit peu sur le spatial et aussi l'Europe, en fait. Alors, sans redire la question de la régulation au niveau européenne, mais cette semaine, il y avait aussi Change Now et j'ai écouté la conférence, enfin la table ronde où il y avait Laurence Monnoyeux-Smith pour le CNES et Elisabeth Andouche Führer pour la Commission européenne et Copernicus. Et globalement, elles étaient quand même très inquiètes sur les effets non pas stratosphériques et déjà qui sont incertains, mais aussi mésosphériques, et globalement où il y a une grosse inconnue. Et donc la question, elle porte moins sur vos travaux, vous avez déjà un peu répondu, mais plutôt sur la continuité de vos travaux pour continuer à creuser ces sujets-là, parce que le spatial va quand même probablement augmenter aussi pour des raisons géostratégiques sur les gros tuyaux, pas que sur les réseaux terrestres et nationaux. Et comment vous comptez travailler, et notamment à l'échelle européenne, pour poursuivre ces travaux, revaloriser probablement à la hausse en fait l'impact du numérique et de ces usages-là, pour pouvoir effectivement construire un espace européen avec d'autres en Europe et arriver à réguler en fait nos émissions et atteindre les cibles qu'on s'est fixées collectivement. Comment on va faire? Je pense que déjà, il va falloir qu'on se fasse aider beaucoup par à la fois les laboratoires de recherche et les sciences du climat, mais qu'il y ait aussi une véritable synergie avec les industries, parce que pour se rendre compte finalement quel est vraiment le produit post-combustion qui va sortir du moteur et comment il va rester dans la stratosphère, en fait, il y a plusieurs types d'acteurs et plusieurs champs disciplinaires qui vont s'intersecter. Et donc, je pense qu'il va falloir besoin de beaucoup de synergie. Pareil, comment le satellite, il casse et il brûle. Il y a plusieurs champs, il y a à la fois des labos et des industries qui vont devoir travailler. Et donc, nous, think tank, on ne va pas pouvoir être en avance sur eux, ça c'est sûr. Et donc, on a besoin que ces travaux ils soient encouragés et financés. On voit qu'il y a 2-3 amorces, mais ça reste encore une ou deux thèses. On aura peut-être un vague résultat dans 3 ans. Donc, il y a un investissement à mettre sur ces sujets et qui, comme vous l'avez dit, serait stratégique à mettre, parce que tant qu'on n'a pas ces réponses-là, en fait, ça peut nous faire des choix débiles en termes de carburant pour les fusées. Donc, c'est aussi d'un intérêt un peu majeur que de se poser la question de ça va être quoi le bon carburant pour ma fusée pour demain. Et après, sur le secteur spatial va servir à d'autres choses. Oui, c'est très vrai. Après, est-ce que ça aura la même dynamique que là, l'essor des constellations? Ça paraît dur quand même. Ça fait beaucoup de satellites quand même. Donc, on verra. Et en tout cas, nous, on sera... je pense qu'on essaiera de continuer sur ces travaux-là aussi. Super, merci beaucoup. On va clôturer cette session de questions-réponses. Merci à tous et à toutes pour vos questions. Et avant de passer la parole à Maxime pour la conclusion, très rapide, je vous rappelle juste que tout est en ligne, tous les supports. On va tout publier, les modèles, les présentations, les synthèses graphiques sont en ligne. Vous aurez tout à disposition. Un replay aussi également. Et on va tous se diriger... Donc, avant de se diriger vers le cocktail, où vous êtes tous et toutes conviés, à quelques minutes d'ici, on voulait remercier la mairie du 9e de nous avoir accueillis. Et également, les personnes nous quittant et ne venant pas au cocktail avec nous, est-ce que vous pouvez laisser votre badge à la sortie pour ne pas qu'on en ait à racheter tous nos événements. Voilà, et donc le cocktail, du coup, c'est dans un lieu à proximité qui s'appelle Mur, c'est à 3 minutes à pied, au 37 rue Lafayette. On va se diriger tous ensemble. Il y a quelques personnes du shift qui vont indiquer un petit peu orienter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la suite de la soirée. Et ne partez pas trop vite, je laisse 1 minute de conclusion à Maxime. Du coup, moi, j'ai juste une phrase pour remercier les groupes de travail qui ont travaillé avec nous, les partenaires techniques aussi. Parce que du coup, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par beaucoup de gens qui ne sont pas nous, qui ont travaillé au sein des groupes de travail du Shift. D'après Marceau, c'est rigolo à faire. C'est ce qu'on essaye d'être, c'est un point focal. On a beaucoup travaillé avec les aérodécarbos aussi. On a des mécènes du projet qui ont aussi mis à disposition des compétences techniques sur les sujets. Et du coup, c'est ces dynamiques-là qu'on essaie de lancer. Et le but de ces rapports, du coup, lisez-les ou lisez au moins les synthèses. Elles sont très bien mises en page. Ces rapports et les données qui sont mises à disposition, on insiste.
L'idée, c'est que vous vous en ressaisissiez et que vous refassiez d'autres groupes de travail et qu'on puisse avancer. Le Shift, on est juste là pour catalyser l'avancée de la société, pas pour la créer. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir et puis du coup, rendez-vous au cocktail pour celles et ceux qui restent. Merci.